Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV. Aujourd'hui on est assez nombreux, je suis avec Anis. Anis, on va revenir sur cette histoire juste après, mais aussi avec Sébastien, Médoc et Emeric. Aujourd'hui on ne va parler ni de Kanye West ni de Julien Lepers alors qu'on avait des raisons de le faire. Mais on va plutôt parler de jeux de combat, c'est tout de suite après ça. J'ai toujours rêvé de dire ça à la télévision. Voilà, alors il y a une histoire de Anis, donc vous allez vous présenter dès maintenant, comme ça on tirera cette histoire au clair. Donc Anis, alias Shin, au bas gauche droite. Exactement, sur aubasgauche-droite.fr qui est un podcast hebdomadaire qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Il y a des chroniques, il y a des thématiques, dont la dernière était sur le beat'em all. J'ai cru que certains l'avaient peut-être apprécié autour de cette table. Voilà, donc on parle parfois de jeux de combat, de jeux japonais, de jeux occidentaux, on parle un peu de tout. On sélectionne, on ne joue que aux jeux qui nous intéressent de base. Voilà, on est indépendant et seul. Ah bah oui, voilà, on fait ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, deuxième Anis KX, toi ton pseudo, versus Fighting TV. Tout à fait, rédacteur en chef du site vsftv.com. On relate de l'actualité des jeux de baston quotidiennement. Ouais. Tout le jeu de baston, tu couvres tous les jeux de baston, actualité 10 jours sur 7. Ouais. Voilà. Ok. Tu nous avais aussi filé un petit coup de main pour la No Life Street Fighter League, donc tout à fait, ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et enfin, donc Sébastien, TMDJC. Hello. Salut. TMDJC.com. Et aussi, tu as fait des matchs, tu as fait pas mal de choses. J'ai fait des matchs sur Gaming Live, je suis toujours avec l'équipe de Bas Gros Point et on essaye d'expliquer d'où viennent les jeux de combat, par quoi ils sont passés, quelles sont les étapes de développement, qui est à l'origine de quoi, etc. Et puis j'anime depuis septembre dernier un podcast qui s'appelle Rhythm Fighter qui raconte les musiques des jeux de combat. Voilà. Très bien. Merci à tous d'être venus, vraiment. Merci. Ça me fait très plaisir. Donc on va parler de jeux de combat, hein. C'est un vaste sujet évidemment, pour la sortie Street Fighter V bien sûr. Mais avant ça, comme d'habitude dans cette émission, on revient un petit peu sur quelques actus marquantes de la semaine qui n'auront pas nécessairement de rapport avec le jeu de combat cette fois-ci. Et on commence avec toi Médoc, pardon. C'est pas grave. Médoc. Voilà, tu vas nous parler de Battlefleet Gothic Armada. C'est ça, j'avais envie de parler de Battlefleet Gothic Armada. Parce que c'est un jeu dont on n'a pas excessivement parlé sur la chaîne. C'est vrai. Déjà, ça c'est quelque chose. Et alors même qu'il est susceptible de nous intéresser à fond. Battlefield Gothic Armada, c'est l'univers Warhammer 40 000. Vous avez tous entendu parler de ça quelque part. Le contexte de ce jeu-là, bon, on est pendant la 12e croisade noire. La fameuse, que tout le monde connaît. Alors que l'Empire se frite contre Abaddon le Fléau. Je ne sais pas... raconte ça comme une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? C'est du RTS dans l'espace, donc avec des navires plus ou moins massifs qui se tirent dessus en fait. Donc, c'est principalement ça qui m'a chauffé. Il m'en faut très peu. C'est très joli. Les trailers lâchés ces derniers mois montrent principalement de la bagarre, mais très bien. Ça permet de voir les dégâts localisés, les différents types d'armes. On peut voir ça à l'écran si tout se passe bien en voilà. même temps. Les lasers, les torpilles, c'est vraiment... voilà. Les styles de manœuvre aussi, genre se protéger derrière des épaves, des astéroïdes ou des nuages gazeux. Ou se harponner. Voilà, se harponner, se taper. Se rentrer dans... Moi j'ai trouvé ça super cool. Si tu peux faire des... Je sais plus comment on appelle ça. Comme du... Je sais plus non plus. Emboutir. Non mais quand un bateau rentre dans un autre bateau, ça a un nom précis je crois. Ça s'appelle la technique d'Albator. Voilà, oui, voilà exactement. Ou de Greenpeace parfois. Voilà. Avec le Rainbow, le Rainbow Warrior. Le jeu proposera du multi, évidemment. Quoi d'autre? Il y a 4 factions. Voilà, les Eldar, Imperium, Chaos, Orc. Bon, ceux qui sont familiers avec l'univers Warhammer connaissent. Une grosse dimension customisation de vaisseau aussi, avec des skills qui découlent de son matos et de son équipage. Honnêtement, ça a l'air sympa. Pour la petite anecdote, donc j'avais déjà eu l'occasion en fait de voir ce jeu l'année dernière, un event Focus. Mais à un stade, vraiment à son stade early, quoi. Il y avait pratiquement rien. Et donc c'est assez ouf comment ça a avancé en l'espace d'un an. C'est bien, ça veut dire qu'ils bossent. Le jeu devrait sortir sur PC en mars prochain, donc c'est très bientôt. C'est développé par les Français de Tindalos Interactive. Ouais. Et tu avais fait Ethereum, tu avais fait la critique, Emeric, si je me souviens bien, c'était toi. Exactement. Et donc j'espère qu'on sera amené à en reparler sur la chaîne. Warhammer, 40 000 figurines, tout ça, ça parle à des gens ici ou pas?
Oui, j'ai honte. Ouais. Oh non, mais non. C'est Moi là, aussi, sur nos lives. j'adore ça. Ouais. Il y a aucun problème. Ah, c'est bon, là. Tu es en sécurité. Mais j'avoue avoir arrêté. Parce que. Tu jouais ou tu peignais? Parce qu'il y en a qui Alors, C'est vrai, c'est deux vrai. fétiches Ça, c'est différents. c'est une excellente question. En fait, je jouais pour ne pas peindre parce que c'était putain, moi, trop long pour moi. En c'était fait, cette exactement partie, l'inverse. cette étape-là, en fait, comme je voulais vraiment jouer, il m'arrivait de les prendre. En fait, elles étaient déjà toutes faites. Déjà. C'est marrant, mais moi c'était exactement l'inverse. Je peignais pour pas jouer parce que je savais que j'allais me faire éclater. Je dis non, mais je préfère bien. Non, mais là, je prépare mon setup. C'est ça. C'est ça. Ok, donc maintenant, Emeric, on va passer à toi. Tu vas nous parler de Street Fighter, Le toi, pour le Street coup. Fighter ouais. aussi, pour rester dans le thème un petit peu. Je sais pas si avant cette semaine vous aviez entendu parler de Loupé Fiasco. Oui Moi, ou non? non, Non. J'ai connu beaucoup de loupés, beaucoup de fiasco dans ma vie. C'est vrai que c'est un pseudo en plus, hein, évidemment, c'est pas son vrai nom. Donc pour rappel, c'est un rappeur, pas un rappeur qui est mauvais d'ailleurs, qu'on a pu entendre notamment dans un album de Kanye West et Late Registration, où il faisait une petite On référence. parlait pas de Kanye West. Bah oui, mais justement, moi j'avais préparé, puis après t'as changé. là là, mais bon, je suis désolé. j'ai réussi quand même à parler de Kanye West, et donc dans son album Late Registration, où il faisait une petite référence à L'Open the Third. J'ai un très mauvais accent, mais bon, en français ça fait Edgar de la Cambriole. Edgar de la Cambriole, ouais. Donc c'est un petit peu moins classe quand même en français. Et donc là, je vous parle de rappeurs, je vous parle d'animés, et je commence peut-être à avoir un petit peu votre attention, mais j'ai évidemment pas fini, puisque figurez-vous que le type est plus ou moins fan de Street Fighter. En tout cas, grâce à Twitter, on sait qu'il suit l'Evo, et plus précisément donc les matchs de Daigo Umehara. Ce qu'a remarqué un certain Markman, c'est le brand manager de Mad Catz, qui lui a carrément proposé de faire un match IRL, donc face à face, en vrai de vrai, contre Daigo the Beast. Ouais. Donc le match... Daigo, on rappelle, il est très connu, même par un peu tout le monde, pour ce fameux Evo Moment 37. Je confonds toujours. C'est le fameux full pari de la Super de Chun-Li, et on le voit souvent en tête, ou au moins dans les phases finales de la plupart des tournois. Il a été considéré pendant longtemps comme le meilleur joueur de Street Fighter. C'est peut-être plus vraiment le cas, mais mais en tout cas, bon, le mec, Il a c'est... fait un classement Jeune Top, je crois, récemment, où il était toujours numéro 1 sur Ah ouais Street Fighter 4 sur l'ensemble des années. Deuxième, là, récemment. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est un très gros joueur. quoi. C'est vraiment, Il fait partie des meilleurs. c'est ça. Ouais. C'est un petit peu l'incarnation de Ryu pour moi, en fait, si vous voulez. Oui, en vrai, dans la vie. Ouais, non, c'est un vrai... Non, il est vraiment très fort. Tout ça. La vérité au cœur du combat, tout ça. Et donc, le match a eu lieu un petit peu plus tôt dans la semaine, c'était à San Francisco, c'était un best of 5, donc le premier, comment Best of five ou best of five? Best of 5. Donc, premier à trois? voilà, premier à 3 en fait, voilà, à trois. simplement premier à 3. Et on s'est rendu compte que Loupé, donc sans être un pro, il sait faire des shoryukens, il sait faire quelques petits combos. Bon, c'est pas non plus des trucs de fou, mais il a quand même réussi à gagner une manche, puis 2, puis 3, et en fait, il a gagné le match d'une manière assez bizarre. Un match à l'issue totalement improbable, tellement improbable que beaucoup de personnes, moi y compris, se demandent si vraiment le match était légitime. Donc ça a été Ça, s'il démenti. n'était pas truqué. Voilà, ça a été démenti par Mad Catz puis par Daigo, mais connaissant Daigo Umehara, si on a vu quelques vidéos de lui, on sait qu'il est capable, c'est impossible que sérieusement il perde contre un joueur moyen, c'est impossible. C'est étonnant. Donc en il y a tous les cas. plusieurs raisons possibles à ça. Donc on peut évidemment penser au jet lag, au fait que Daigo s'en soit pas mal foutu. On dirait les excuses. On dirait mes excuses quand je joue à Street Fighter. Le stick, un mauvais le stick. Un classique. Mais oui, c'est un classique. Le jet lag, le fait qu'ils s'en soient totalement foutus parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, Ouais. ou la transaction un petit peu obscure. Bon, je suis en train d'accuser personne, je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas si c'était truqué ou pas, mais le fait est qu'un mec qui s'appelle Loupé Fiasco a gagné contre Daigo Umehara. C'était quand? C'était quel jour? C'était il y a quelques jours. C'était un lundi ou c'est parce que C'était au pire c'est un mercredi, le jeu venait de sortir la veille, Daigo l'avait pas encore peut-être Ouais, jamais je touché pense dessus, que tu vois, peut-être il découvrait, il savait pas trop, les manifs ont changé pas mal et tout, ouais. Donc petit coup de Ah, poing. c'était ça, le d'accord. C'est ça. C'est jamais. La garde arrière. Cette donc, attaque marchait pas très bien, c'est bizarre. Pardon, voilà, il a perdu. Bah, vous en pensez quoi, vous l'avez vu ce match ou pas? J'ai vu des images, moi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kate? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que, ouais, effectivement, c'est un peu douteux. T'as tout à fait raison. Et au vu de la façon de voir Daigo jouer, c'est clair que il testait des trucs, il essayait, il s'amusait. Ouais. Certes, il n'y avait pas d'enjeu. Et quand tu remarqueras à la fin du défi, Daigo était encore chaud pour continuer à jouer. Oui, mais c'est ça. Tu vois On se demande s'il pensait pas que c'était genre 5 matchs Au moins, et ouais. pour À la l'histoire de toute remonter à fin, la il me fin. semble que c'est l'inverse. À la toute fin, c'est Loupé Fiasco qui croit qu'il va continuer et Daigo qui est comme ça, qui lui fait non, mais t'as gagné. Il me semble. Hein, qu'on voit Je plutôt crois qu'il y a un ça. style d'incompréhension. Ouais. Il y a la compréhension. Moi, de ce que j'en ai interprété, Ouais. c'est que ils étaient chauds pour continuer. Ouais, ok. Voilà. Mais Loupé Fiasco, c'était une petite, on va dire une batterie un peu trop surchargée, qui faisait un peu n'importe quoi.
c'est passé sur un Daigo qui essayait ses trucs et qui tentait le Le jab match avec ses est skills. super bizarre parce que de temps en temps, t'as Daigo qui te fait des super gros combos et à côté de ça, il punissait pas des shurikens qui étaient totalement punissables. Mais moi, ce que j'apprécie quand même dans cette histoire, c'est que avec le Ken du pif à toutes ses Ah, chances. gagné. Non, mais Ouais. enfin, on n'est pas tous des pros, hein, d'excellents joueurs. Et moi, je trouve ça une petite lueur d'espoir comme ça dans le. Après, ça se trouve, on se plante, mais il se peut que Daigo était à 100%. Hein. Peut-être. Alors bon, là je pense pas. mais moi je pense que moi déjà le match j'ai trouvé très chiant à regarder parce qu'en fait il se passe véritablement rien. Voilà, et c'est surtout le buzz qu'il y a autour du truc qui est rigolo. Ce que je pense effectivement, il est tout à fait possible qu'il était décalé. Je pense vraiment qu'il testait des trucs. C'est-à-dire que pour moi il était en train de s'amuser en fait. Oui. Il en avait strictement rien à faire. Je pense absolument pas à des transactions etc. Enfin, Transactions, je pense pas parce qu'il y a peu d'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Non mais voilà. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'effectivement, il était vraiment chaud pour continuer et que voilà, il aurait joué derrière. Mais je pense qu'il a été déstabilisé. Effectivement, le jeu, je pense vraiment qu'il le connaît pas bien encore. Et ça se voit d'ailleurs. Il fait des trucs qu'il aurait jamais fait sur d'autres jeux. On en parlait. Moi, j'ai remarqué, il fait quand on lui saute dessus, il fait des gros shoryuken. Donc on voit qu'il a le réflexe évidemment du shoryu. C'est ça en fait. Mais le gros n'est pas le meilleur en tir. Et puis le perso de Ken, en fait, maltraité, il fait des trucs assez sympas et je pense que ça l'a déstabilisé, mais qu'il n'était pas dans l'urgence en fait. Très souvent d'ailleurs, là où je trouve que Daigo est le meilleur, c'est quand il se retrouve vraiment sous pression et que c'est le moment où il se dit bon allez maintenant je le fais bien tout etc. Là il n'avait aucune pression pour moi donc rien à battre. En tout cas, moi je trouve ça rigolo cette situation. Je trouve ça amusant le fait de se poser cette question. Tu vois qu'on arrive à, ça fait, c'est le côté un peu chaud quoi du jeu de combat, le côté un peu quand tu le lis à l'e-sport et tout ça. Bon ben est-ce qu'il est truqué ce match? On dirait les mêmes discussions que t'as entre un Mayweather et Pacquiao, mais c'était pas un vrai match, tout ça, c'était fixé. Moi, je trouve ça rigolo. Au jeu, de toute façon, peut-être nouvelle génération de champions. Peut-être. Peut-être qu'il gagnera les veaux. C'est ça. Et là, non, mais il est peut-être Loupé Fiasco, c'est peut-être le héros de Shonen qu'on attend. On est peut-être dans un début de Shonen. C'était du hasard et tout. T'es le Noritaka. Shonen, quand même. T'es le Noritaka du jeu de combat. Là il faudra du power-up et tout. Attendons la suite. on verra. Voilà, c'est ça. On va le cacher à pouvoir. Moralité, donc piffer les shurikens. Voilà, ça marche sur Daigo, donc Ça marche vas-y, sur hein. moi. Moi, je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu de combat. Je vais parler de Firewatch. C'est un jeu, vous en avez sûrement tous entendu parler, qui est sorti récemment. Un jeu qu'on attendait depuis quelques temps, un jeu par Campo Santo qui est sorti sur PlayStation 4 et sur ordinateur, notamment sur Steam. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que c'est un jeu qui est assez court. Ça a été dit, tout le monde le sait. Par assez court, on entend 4-5 heures, il me semble, pour une première partie de découverte normale. Au passage, il y aura la critique bientôt sur No Life. J'en profite, j'en place un petit pour No Life, une petite chaîne. Voilà, si vous connaissez, c'est sympa. Voilà, c'est ça. Et donc l'histoire liée à ça, c'est qu'il y a des gens sur Steam qui ont posté des messages. On peut le faire, vous savez, sur Steam, tu as une partie commentaires, tout ça. Qui ont posté des messages en disant j'adore ce jeu, il est super, j'ai vachement aimé, mais j'ai demandé à me le faire rembourser parce que Steam permet ça, parce qu'il était trop court. Et je trouve ça super triste. Je trouve ça extrêmement triste. Est-ce que c'est un abus permis par le système de remboursement de Steam qui me semble lié à des conditions? Il faut que tu y aies joué moins d'un certain nombre d'heures. Moins de 2 heures, c'est ça. Et que ce soit moins de 15 jours, il me semble, après l'achat. Je crois que c'est les deux seules conditions. Si elles sont remplies, tu peux te faire rembourser quoi qu'il en soit. Et est-ce que c'est un abus de ce système-là? Est-ce qu'il faut revoir ce système? En tous les cas, ça montre quelque chose, je trouve, c'est que pour moi, on peut pas dire qu'un jeu, le fait qu'un jeu soit court ne doit pas être un critère déterminant. C'est pas justifié de dire je veux me faire rembourser ce jeu parce qu'il est court. S'il fait 4 heures parce qu'il devait faire 4 heures, c'est comme ça et puis c'est tout. Je trouve que ça déplace un petit peu. Il faut qu'on se sorte de ces critères-là. Le jeu est trop enfermé dans des formats. Plus on s'en sortira, mieux ce sera. Et le fait que des gens comme ça en viennent à dire je veux me faire rembourser ce jeu alors que je l'ai aimé parce qu'il est trop court, c'est tragique. Je trouve ça tragique. Les développeurs ont répondu, un membre de l'équipe de développement, en disant ouais, on te comprend, ok, 20 € c'est peut-être un peu cher, mais c'est triste quand même. Tu dis que tu l'as aimé. Ce qu'on peut te conseiller, c'est
quand il sera en solde, peut-être offre-le à un de tes amis, un truc comme ça. C'est aberrant comme situation, je trouve ça super dommage. Il me semble que vous aviez fait une émission qui parlait un petit peu de ça sur HBGD. Dans le numéro 168 du podcast au bas gauche droite, on a traité donc Hobbs qui a testé le jeu Read Only Memories, un jeu sur PC qu'il a a priori plutôt apprécié, qui avait des défauts certes, mais qui était court, et les gens en ont profité pour se le faire rembourser aussi rapidement. Donc on a mené une petite discussion improvisée autour du sujet. Mais c'est vrai que ça fait des années enfin que le joueur est parfois un peu radin. Un peu avare. Et quand on peut jouer gratuit ou profiter un peu du système, ça fait un peu aussi partie du jeu, voilà, contourner les lois. Il y en a qui le font avec de l'argent. Voilà, nous on le fait, il y a des joueurs qui le font avec leurs petits moyens sur des plateformes qui laissent des failles. C'est vrai que c'est dommage, c'est pas très respectueux à la fois pour les développeurs, surtout quand on a aimé. Oui. Surtout quand on a aimé. Moi, c'est ça que je trouve le plus choquant, c'est de dire j'ai aimé, mais je me le fais rembourser. Voilà. Sachant qu'à la base, cette politique de Steam de remboursement, elle était surtout dédiée, elle visait surtout les jeux mal finis, les jeux buggés, les jeux qui ne fonctionnaient pas, le fait qu'on se soit trompé sur sa configuration, parce que le PC c'est très éclectique dans les architectures, donc on peut acheter un jeu et puis se dire il tourne pas ou autre. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là. Et l'abus, c'est, les limites déterminées, c'est cette fameuse limite des 2 heures. Ouais. Parce qu'on, de manière générale, on estime qu'un jeu ne durera pas 2 heures. C'est de démo finalement. Tu vois, tu te dis il y a une démo, je teste cette démo et puis. Sauf qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, il y a des expériences comme ça qui durent moins de 2 heures. On se l'autorise. Il y a des épisodes, peut-être de jeux Telltale qui durent moins de 2 heures. Il y a plein de choses comme ça. Ils en profitent, il y a peut-être une révision à faire quelque part derrière. Le mode d'histoire de Street Fighter V se finit en moins de 2 heures. Exactement. Il se finit en moins de 5 minutes sur certains personnages. Non mais c'est ça, il y a 16 personnages, ça fait 16 fois 3 minutes. Voilà. Je vous laisse faire une explication. Non, mais il y a un truc qui effectivement me dérange dans cette histoire, et je pense que c'est plus ou moins 3 problèmes différents. Il y a effectivement le fait qu'on ait des modes de consommation qui ont changé. Avant, on piratait facilement des jeux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à partir sur Steam parce que c'est plus simple et que c'est pas trop cher, etc. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont changé là-dessus. Il y a effectivement le fait qu'on considère qu'un jeu court est moins bon qu'un jeu long. Et moi, très honnêtement, il y a certains jeux, quand on me fait chercher un truc pendant 3h30, là où ça pourrait durer 5 minutes et que l'histoire va continuer, moi je préfère que le jeu effectivement fasse 4 heures plutôt que 10 heures de manière totalement artificielle. Donc ça, c'est un truc qui me dérange. Mais la problématique là, et là je te rejoins complètement, ce qui m'a vraiment embêté dans cette histoire, c'est non seulement la personne se fait rembourser, mais en plus elle l'exprime publiquement en disant votre jeu il est vraiment super, je peux récupérer mes thunes s'il vous plaît. Et là il y a un truc je trouve qui est vraiment en décalage quoi. C'est comme si ça n'avait plus de valeur et c'est ce problème de valeur moi qui me pose vraiment question. C'est une histoire d'éducation du joueur, j'ai l'impression, parce que les mecs, ils disent j'y ai joué, j'ai bien aimé, je l'ai vendu parce qu'il est trop court. Parce qu'il est trop court, il est en trop, c'est pas pour ça qu'ils l'ont vendu. C'est parce que c'était possible de le revendre. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, parce que les gens sont radins. Imagine à l'époque de la Super NES, s'il y avait Steam. Honnêtement, on revend 90% de nos jeux, on les rend, on se fait rembourser. Je pense que c'est l'effet d'opportunité aussi. Ça titille. On est tous un peu radins. Bien sûr. On est une espèce de malhonnêteté intellectuelle parfois. Et là, on se dit, le jeu, je l'ai fini. Et là, tout d'un coup, j'ai quand même la possibilité de récupérer mon argent, tu vois. Donc on essaye de revendre les jeux qu'on a eu par code nous sur Steam. On est sur un business model. Non mais oui, c'est la tentation. C'est ça. Et c'est plus de la faute de Steam que de la faute du joueur, je pense. Je sais que les torts sont vraiment partagés. Ouais, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Il y a des jeux que j'ai finis qui sont très courts. J'y ai même pas pensé. C'est-à-dire que Et d'ailleurs, moi, j'ai appris qu'il y avait ces possibilités-là grâce au bas gauche droite. Je savais même pas qu'on pouvait se faire rembourser. Jamais je me suis dit quand il y a un jeu qui me plaît pas, je me serais pas dit, le jeu il est pourri, je me fais rembourser. C'est comme si j'allais dans un restaurant et que je me dis c'était pas bon, remboursez-moi mon plat. Non, je remettrai plus jamais les pieds dans votre restaurant parce que ça passe pas. Dans un bon restaurant, tu dis ça, tu payes pas. Oui, mais c'est pas moi ma méthode de réflexion en fait. Mais en tout cas, dans un restaurant, tu peux pas venir manger, dire c'était délicieux. Je peux avoir mes sous maintenant s'il vous plaît. Ça parce que j'ai mangé en moins de 2 heures. J'ai mangé vite. Ça ne marche pas du tout. Je suis un peu brûlé la langue. Si servi en plus de 2 heures, tu peux te plaindre et t'offrir le plat. Ça. Bon, ça marche aussi. Mais tu es ce genre de client un peu tatillon sur les plats desquels les serveurs crachent parfois. C'est ça le risque. Tu prends le risque. Voilà. Bon, en tout cas, une histoire un peu triste, je trouve. Mais écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une super conclusion. J'ai une liste de vœux, mais ça n'a rien à voir avec l'émission. On verra après. On verra après, voilà. Dans la série des choses qui sont comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a Street Fighter V, dont on va regarder la critique tout de suite.
Si l'on conviendra généralement que l'âge d'or du jeu de combat remonte à la charnière des années 90 et 2000, son renouveau date indiscutablement de début 2009 et la sortie internationale de Street Fighter 4 sur console. Retour très attendu d'une licence légendaire dans un contexte propice mêlé d'essor de l'e-sport et de online pour tous sur console, le jeu a remis les choses à plat. Il a appris la musique du jeu de baston 2D à des milliers de joueurs, nouveaux et anciens, et pour cela, il a dû prendre des décisions radicales. Celle d'avancer un système de jeu assez simple mais très permissif par exemple. On ne compte plus les petites aides, volontaires ou non, apportées par le jeu à des joueurs que Capcom savait pour la plupart novices. Des shops accroupis, buffers immenses, raccourcis d'input, timing indulgent, option select couteau suisse, mécanique de comeback universelle puissante, tout ça a beau sonner très technique, tout le monde en a profité, même inconsciemment. Le but, et il a été atteint, était de créer un jeu accessible et potentiellement amusant pour n'importe qui, y compris et surtout les moins rompus à la baston. Bien sûr, Street Fighter 4 était aussi conçu, et assez profond, pour plaire à un public plus aguerri, mais sa plus grande réussite fut certainement le nouveau public qu'il a su attirer et convertir à sa discipline. Mais c'était en 2009. En 2016, alors que sort Street Fighter V, le contexte est assez différent. Il ne s'agit plus aujourd'hui pour Capcom de trouver un nouveau public, ça c'était la tâche accomplie du 4. Par opposition aux longues années de disette qui l'ont précédé, on peut quasiment considérer aujourd'hui que tout le monde connaît le jeu de combat en 2D. Et il s'agit donc maintenant de fédérer ce monde-là, de ne pas laisser retomber la vague en apportant du neuf à ce nouveau public au contour flou, et si possible pendant de nombreuses années encore. Ouais, bah autant dire que c'est compliqué. On va tâcher de faire le plus court possible. Certainement pas parce que ça n'est pas important, ça l'est terriblement, mais surtout parce que vous l'avez déjà certainement vu, lu, entendu ou constaté ailleurs. Le lancement de Street Fighter V est, au bas mot, un gros raté. Pour employer des mots moins mesurés, c'est une catastrophe. Malgré ces 4 phases de bêta, le jeu nous parvient dans une version peut-être finale de nom, mais certainement pas finalisée. Sans même tenir compte des serveurs de jeux en ligne qui ont évidemment peiné à tenir le coup le jour du lancement, Street Fighter V ne nous est simplement pas livré dans un état acceptable. Ce n'est pas vraiment non plus un problème technique, à l'exception tout de même de quelques ralentissements très malheureux sur quelques stages dont on espère très fort qu'ils seront rapidement corrigés, le jeu n'a pas grand chose à se reprocher de ce côté-là. Le travail sur l'animation en particulier est absolument dingue, et on pourra passer de nombreuses heures à regarder les effets différents de chaque coup porté ou gardé pour s'en convaincre. Non, le vrai problème de Street Fighter V actuellement, c'est qu'il n'a quasiment rien à proposer, et que le peu qu'il propose est mal amené. Son mode histoire consiste en une blague douteuse à base de succession de 3 ou 4 rounds par personnage, entrecoupés par des illustrations expédiées à la va-vite. Le mode survival, de son côté, est évidemment aussi soporifique que le laisse imaginer son nom, et il faudra pourtant y passer pour débloquer des couleurs de costumes. Il faudra s'en contenter surtout, puisqu'en ajoutant l'indispensable fonction d'entraînement, on vient de faire l'inventaire de tout le contenu solo que Street Fighter V nous offre aujourd'hui. Aucun défi de combo ou mission de combat comme on peut en voir partout ailleurs, aucun mode arcade classique, aucun personnage, stage ou costume à débloquer, la boutique qui permettra à terme de se les procurer en échange de monnaie réelle ou virtuelle n'étant pas prévue avant mars. Pas même l'ombre d'une voiture ou de tonneau à détruire entre 2 combats. On a connu des versions arcade plus généreuses en solo. Et du côté du multi, ça n'est de toute façon pas beaucoup mieux. Le Capcom Fighters Network, sorte de réseau social intégré, a beau nous proposer de consulter le replay de n'importe quel match ou de consulter les statistiques de n'importe quel joueur, le fait est qu'on ne peut pour l'instant pas inviter qui on veut pour une partie rapide. On ne peut pas non plus créer des salles de jeu contenant plus de 2 personnes. Et l'option rejouer, qui permettrait d'éviter de très longs chargements entre 2 combats, reste désespérément absente. A l'inverse, on se serait très bien passé de l'obligation de choisir un personnage favori dans un menu obscur pour répondre aux invitations de combat à la volée qui ne passent plus par la case sélection. Tout comme on aurait troqué sans regret l'interface assez laide, peu pratique et complètement désincarnée des phases de bêta contre une nouvelle version étraînée spécialement pour la sortie officielle. C'est super triste. On est en face du nouveau Street Fighter et on a l'impression d'avoir affaire à un jeu en accès anticipé, dont on est encore les cobayes autant que les joueurs. C'est évidemment inacceptable, et ça fait d'un achat aujourd'hui une sorte de pari risqué sur l'avenir. Parce qu'on connaît déjà les envies de longévité de Capcom, et ses plans à base de contenu en personnages, costumes et modes dilués au compte-gouttes au fil des prochains mois et sûrement des prochaines années. On en connaît déjà les avantages potentiels, mais on sait aussi les risques que ça peut représenter pour l'équilibrage général, surtout quand on ajoute au tout une espèce de surcouche freemium mal déguisée. Et pourtant, ce pari risqué, on va peut-être le tenir.
Parce que ce que Street Fighter V a de plus intéressant à nous proposer aujourd'hui, c'est finalement tout ce qui restera de lui. Et on parle bien évidemment de son système de jeu. それにしてもどこかで見た顔だな。いや、体型は違ってたか？ Dans le jeu de combat, il y a ce qu'on voit et ce que l'on ne voit pas. Il y a les personnages, leurs histoires, leurs techniques, les règles auxquelles ils obéissent. Et il y a le domaine secret des frames, des hitbox, des règles cachées. Ces deux mondes cohabitent assez mal et leurs frontières sont hermétiques. Il peut être assez difficile de passer du premier au second, mais quand c'est fait, c'est généralement pour de bon. Mais parfois, ces deux univers peuvent envoyer des messages antinomiques. Street Fighter V, par exemple, peut donner l'impression d'être beaucoup plus simple que son prédécesseur. Ces 16 personnages n'ont pas beaucoup de coups à leur disposition. Ils n'ont pas beaucoup de coups spéciaux ni de coups normaux. C'est vrai pour les 4 nouveaux personnages, et c'est d'autant plus flagrant quand on parle des anciens, qui perdent pour certains beaucoup d'options offensives auxquelles on s'était habitué. Et quand les coups qu'il leur reste portent, les combattants voient maintenant leur adversaire repousser très rapidement. Souvent, 2 attaques faibles suffisent à mettre l'opposant hors de portée pour une 3e. Résultant assez logique de ces premiers constats, les combos sont moins nombreux et généralement moins longs qu'auparavant. Ils sont donc plus faciles à faire, d'autant qu'ils demandent moins de précision en matière de timing. La focus attaque et toutes les solutions offensives et défensives qui en découlaient ont de leur côté totalement disparu, comme la jauge d'ultra. Et donc oui, d'une certaine manière, Street Fighter V est plus simple que son prédécesseur. Seulement, ces combos plus courts cachent déjà une certaine forme de complexité. Ils font qu'on a généralement moins de coups disponibles pour confirmer la réussite d'un combo avant de le conclure par une attaque spéciale, qui dans la plupart des cas est ici unsafe. Pire, le Shoryuken et bien d'autres coups spéciaux laissent maintenant leurs auteurs en état de contre pendant toute leur durée de récupération. Quand on sait que chaque personnage possède maintenant des coups dits crush counter qui permettent d'ouvrir la fenêtre à des combos inédits et des dégâts immenses en cas de contre, le risque d'une attaque mal placée devient évident. Là-dessus s'ajoute un système de priorité de coups hérité de Street Fighter 3, qui dit qu'en cas de touche simultanée, un coup moyen l'emporte sur un coup faible, mais se fait battre par un coup fort, en faisant évidemment office de contre. Une balayette placée en contre est d'ailleurs le seul moyen d'infliger une mise au sol lourde à son adversaire et de l'empêcher de se relever instantanément. Tout ça met l'accent sur la notion de choix et de prise de risque. L'adage cher au jeu de baston, qui dit qu'un risque peut amener une grosse récompense ou une grosse punition, a rarement été aussi vrai dans un Street Fighter. Et les barres de vie vidées aussi vite que se remplit la jauge de stun ne font que renforcer cette impression. C'est particulièrement vrai ici parce que Street Fighter V propose très peu de solutions défensives. Les dash arrière notamment ne sont plus du tout invincibles au coup. Il reste la garde bien sûr, et la déchoppe, qui doit maintenant impérativement se faire debout et signe l'abandon des options select un peu débiles du 4e épisode. Et il y a le Veriversal enfin, qui en l'échange d'une portion de la nouvelle jauge V permet de déclencher une sorte de contre-attaque rapide qui ne fait pas très mal mais permet généralement de s'extirper d'une situation inconfortable. Cette jauge V, qui remplace en quelque sorte la barre d'ultra, est d'ailleurs la plus grande nouveauté de Street 5. Elle se remplit au fur et à mesure des coups encaissés ou des V-skills réussis. Liés à chaque personnage, ces derniers ont des effets variés. Ken court par exemple sur une petite distance, tandis que Ryu exécute une sorte de pari ou que Nash absorbe un projectile. Parfois, un même V-skill pourra avoir plusieurs variations pour un même personnage. Laura peut ainsi s'en servir comme un dash rapide, ou bien un coup de pied retourné qui brise les gardes accroupis. Une fois remplie, la jauge V peut servir à déclencher le V-Trigger, qui varie lui aussi selon le personnage. Ryu donne temporairement des propriétés électriques à ses coups spéciaux, tandis que Rashid fait apparaître une tornade, ou que Rainbow Mika appelle à l'aide sa partenaire Nadeshiko. L'efficacité de ces V-Triggers varie énormément, et certains peuvent vraiment amener de gros retournements de situation, tandis que d'autres s'avèrent assez peu utiles. Mais ils ont tous en commun le fait de constituer des solutions purement offensives. Dans un tel contexte, l'impossibilité de tuer un adversaire grâce à un coup spécial envoyé dans la garde apparaît comme un minuscule îlot défensif perdu au milieu d'un océan agressif. Et ça aussi, ça peut donner à Street Fighter V des allures assez simplistes, ou du moins bourrines. Seulement, il y a toujours ces punitions très sévères en cas de raté. Il y a toujours ces combos courts et durs à valider. Il y a ces hitbox dans l'ensemble assez courtes aussi, qui semblent favoriser le combat de courte à mi-distance. Et tout ça fait que sous ces airs simples, Street Fighter V avance en réalité un système à la fois très carré et très exigeant. Parce que la maîtrise du jeu passe forcément par une compréhension parfaite des distances, des frame traps, du confirm et des footsies. Et ces notions, sans être très spectaculaires à voir manier en combat, sont bien plus universelles, abstraites et complexes que la science du combo avancée par Street Fighter IV.
Si ce dernier nous a appris à jouer à Street Fighter, le 5 va nous forcer à comprendre les rouages fondamentaux de la série. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, et ça peut paraître opposé à la simplicité première du système de jeu. Mais il y a fort à parier que tout en étant plus facile à aborder et peut-être moins impressionnant à regarder, Street Fighter V sera bien plus difficile à maîtriser que son prédécesseur. Street Fighter V est un cas assez complexe. On peut presque y voir deux jeux différents. Il y a son enrobage d'abord, qui est comme on l'a vu absolument catastrophique et indigne d'une sortie aussi importante, mais il y a ses mécaniques de combat aussi, le cœur de son système et les promesses qu'il peut faire pour l'avenir. On parle de promesses parce qu'il est évidemment encore trop tôt pour avancer quoi que ce soit avec certitude. Mais on peut tout de même voir plusieurs choses intéressantes dans ces combats portés vers l'attaque ou dans cette emphase sur les choix et leurs conséquences. On remarque un certain nombre de choix opérés en réaction à Street Fighter 4 évidemment. À ces solutions défensives un peu trop abusives, à ces situations terribles provoquées par les mises au sol lourdes, ou à ces combos souvent très durs à réaliser. Et le résultat, s'il peut à première vue paraître un peu trop simpliste à l'initié, cache une complexité qui a simplement été déplacée vers des notions à la fois plus abstraites et plus profondes. Des doutes subsistent sur l'avenir. Le modèle économique du jeu peut amener toutes sortes d'abus, et l'absence de mécanique véritablement universelle peut accentuer le déséquilibre entre les personnages. Mais malgré ces doutes et malgré son lancement complètement foireux, on pourra choisir de faire confiance à Street Fighter V. Parce qu'il y a une vraie proposition intéressante derrière ce grand écart qu'il opère entre le retour aux sources et la poursuite de l'apprentissage entamé par son illustre prédécesseur. Voilà, bon, c'était Street Fighter V, on en reparlera un peu plus tard dans la discussion. Là, avant, j'aimerais faire une petite expérience un petit peu sociologique. Enfin, je dis sociologique parce que ça fait bien, mais en fait pas du tout. Je vais vous demander à chacun quel est votre premier jeu de combat et quel est votre jeu de combat culte. Parce que je pense que on est tous de générations à peu près similaires, mais il y a quand même quelques petites variations. On a tous des rapports un peu légèrement différents avec le jeu de combat, et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Je vais commencer, on va faire ça dans le sens horaire. Donc toi, Mehdi, premier jeu de combat. Mais moi, on commence par là, mais c'était pas forcément le plus simple, parce qu'un jeu de combat, on est d'accord que c'est un contre un, et l'autre c'est un joueur. C'est une vaste question et on en reparlera tout à l'heure. Parce que j'ai joué à Street Fighter tout court, tu vois. Ouais. Par exemple. Street Fighter. Mais avant ça, j'ai dû jouer à Barbarian, donc c'est pour ça. Mais là où où on coupait les têtes. Mais là où j'ai eu les vrais feelings de jeu, c'est évidemment avec Street 2. Avec Street 2. Mais t'as fait le premier Street avant? Ouais, bien sûr. Oh, on va compter Street. Hein. Bon, mais comptons Street. Alors. Et ton jeu culte? Si tu devais jouer qu'à un jeu de combat, ce serait lequel? Ok, très bien. Vas-y. Aucun problème. Bushido Blade 2. D'accord, ok. Ouais, ok. Donc Anis, Shin, sinon ça va être... Ouais, non, Shin. Écoute, Street Fighter 2, premier que jeu. j'ai découvert dans les cafés, c'était dans les cafés à Paris, voilà, et ensuite sur Super Nintendo, très content avec des copains. C'est le premier, c'est celui qui m'a fait tomber amoureux du genre, puisque le jeu du cœur finalement. C'est un peu la révolution, tous ces gros sprites, tous ces gros personnages bien détaillés, à la limite du photoréalisme à l'époque, je me souviens, ça me faisait un peu rêver. À l'époque. À l'époque. Voilà, je cherche une rime, mais je ne la trouve pas. Et donc le jeu du cœur. Si je ne devais jouer qu'à un seul jeu, mais je suis pas bon du tout, c'est Street Fighter 3.3. Je trouve que c'est celui qui a un peu l'aboutissement de tout ce schmilblick. Je l'ai découvert aussi à Tête dans les nuages à la Défense, le temps où ça existait encore. À côté du cinéma, c'était très longtemps. Sur des écrans, j'ai trouvé ça magnifique, très attirant en plus, moi, avant tout par la robe et les pixels plutôt que par le fond du jeu en plus, pour être tout à fait honnête. Mais c'est très important. Non, mais c'est très important. Du coup, ça me fait aussi parfois rêver de King of Fighters, mais là, je sais pas du tout jouer à ces jeux-là, mais dès qu'il y a du pixel, dès que c'est beau, dès que c'est bien animé, tout ça, j'adore ça, les garous, machin, visuellement, j'adore ça. Moi, le jeu de combat, c'est aussi un bonbon visuel, j'adore le pixel. Et au-delà aussi, en plus du challenge qui fait que pour moi, ça regroupe un peu tous les fondamentaux du jeu vidéo. Pour moi, j'aime bien dire que le jeu de combat, c'est un peu la quintessence du jeu vidéo en termes de réflexes, tout ça. J'aime aussi beaucoup. Pas de l'avoir invité là, je me dis vraiment. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le visuel. J'adore quand ça pète à l'écran, j'adore quand c'est japonais, j'adore quand ça fait boum pow, et j'adore quand ça explose partout. C'est pour ça que t'attends énormément King of Fighter 14. Non. C'est les t'as pris la position de on va parler sérieusement.
va parler sérieusement. Alors mon petit bonhomme. On va parler sérieusement. Ouais. Les King of Fighter 14, je vais peut-être, voilà. Je trouve qu'il a un côté touchant et pas dans le sens, et pas dans le sens négatif. Ouais. Où et je l'ai d'ailleurs dit sur les réseaux sociaux, si vous ne connaissez pas. C'est qu'il a un petit côté néo-rétro, c'est-à-dire PS2 HD, qui fait que il y a un petit côté touchant, il y a un petit côté finalement arcade du début des années 2000 dans le truc. Est-ce que c'est volontaire? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était des belles années. Voilà. quand il- Après, c'est vrai que King of Fighter, le 12 et 13, c'est magnifique, et tout, et on aurait aimé que ça Avoir un continue dans cadran, cette voie-là et tout. Bon, Mais c'est donc, pas le bon. cas, mais voilà, on trouve du bon dans ce qu'il y a. Je vais recentrer la conversation que j'ai moi-même piratée. Donc, en gros, Street Fighter de premier jeu et Street 3.3 comme jeu du cœur. Voilà. comme jeu culte. Et si je savais jouer Garou. Garou, Voilà. ok. Je dis, j'annonce un nom, c'est Ouais. Garou. Parce que... De ton côté, Emmerich? Alors, mon premier jeu de combat, c'était évidemment, moi, c'était Street Fighter 2, donc c'était The World Warrior, je crois, la version sur Super NES. Et ensuite sur la version Turbo, donc c'est ce qui m'a fait découvrir en fait le jeu de combat. Ouais. Et presque le jeu vidéo tout court, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué tout court d'ailleurs. Ok. Ouais. Ah non mais c'était génial, je savais pas, après j'ai appris à faire des shurikens, c'est venu bien après, mais bon, j'avais 6 ans. Et le jeu du cœur, alors moi je vais être peut-être le seul à dire ça, mais je crois que c'est Super Smash Bros Melee sur le GameCube. Melee, ouais, sur Melee, les ouais. ok. Melee, je précise bien Melee parce que Smash Bros à la base c'est un jeu auquel beaucoup de gens en fait ont rêvé avant qu'il soit annoncé. La franchise, et donc il y a eu Super Smash Bros 64, et ensuite sur Melee ils sont passés d'une génération à une autre, et je trouve qu'ils ont repris tout ce qu'il y avait dans Melee, mais dans le 64, et ils ont fait un truc que je trouve magnifique. Après c'était beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus de personnages aussi. Il y a beaucoup de techniques dans Melee qui sont pas forcément, je crois, voulues par Nintendo. Ah, ça, enfin, Mais du côté Street Fighter, il y en a Ouais, beaucoup aussi, c'est vrai qu'il y a ça, c'est une souvent histoire construit là-dessus. comme ça, le jeu de combat. Et en fait, c'est ça aussi qui a fait la beauté de Melee, c'est qu'on a découvert longtemps après des techniques avancées, et qui finalement, quand on est passé à la génération d'après, donc Brawl, Nintendo a fait non, mais en fait, c'était pas prévu, donc on va enlever tout ça. D'accord, ok, ouais. Et le fait d'enlever tout ça, enlevait énormément de charme, je trouve, à la série Super Smash C'est Bros. comme si Capcom avait dit après les cross-ups de Street Fighter Ouais, 2, ouais. non mais ça on n'en voulait pas. Finalement, on les ils enlève. l'ont fait dans certains jeux. Hein. Il y a eu une deuxième version de Street Fighter 3.3 qui n'a absolument pas marché parce qu'ils ont corrigé des imbloquables, Ah oui, on en etc. parlait, Et, effectivement, ouais. et donc Capcom Là, erreur. révision B, c'est ça? Version Voilà, B, révision. exactement, tout à fait. Et donc finalement, en enlevant tous ces bugs, tous ces trucs qui n'étaient pas prévus, ils ont enlevé une certaine partie richesse, qui une faisait le charme complexité. pour toi de- ouais. Et c'est pour ça que maintenant la communauté de Smash Bros est divisée en. Enfin, il y a pas, Ceux il y a qui pas. sont restés sur Melee, Dans ceux Street, qui- il y a beaucoup de joueurs qui restent sur Street 2, d'autres qui restent sur Street 3, mais là il y a vraiment une communauté de Super Smash Bros Melee et une communauté Brawl, et ensuite Wii U et 3DS. Ouais, ok. D'accord, toi, Anis, KX? Moi, le premier jeu, comme Médoc, sur mon vieil Amstrad CPC 464, il y avait Barbarians. En plus, le mien était monochrome. Et lecteur cassette. 3 heures pour jouer. Je te raconte pas. Et on se plaint aujourd'hui de ça. J'allais dormir et tout, je me réveillais le matin, c'était prêt. Et encore, fallait que syntaxe erreur A et B. Et donc, il y avait Barbarians, mais ça, on va pas le compter, parce qu'il n'y avait pas vraiment les mécaniques, voilà. Il n'y a pas de barre de vie, hein, c'était au pif. Donc, il y avait Fighting Street Fighter 1. Pour commencer, et puis ensuite, Street Fighter 2 sur arcade. Lorsque tu le découvres, tu sautes au plafond, tout ça. Et le jeu que je prendrais bien avec moi, même si j'étais très très actif sur Strike, sur Street Fighter 3, j'aurais plutôt dit Street Fighter 2X, parce que Street Fighter 2X, c'est la fibre nostalgique. Super Street Fighter 2 chez nous, n'est-ce pas? Super Street Fighter 2 Turbo oui, ou effectivement, 2X. ouais. Parce que c'est la fibre nostalgique, c'est les musiques, c'est les personnages, les animations, tout ça. Et donc, c'est le jeu qui m'a retourné, hein, qui m'a fait acheter des jeux à 799 francs dans la version turbo, tout ça, qui m'a fait ouvrir un crédit alors que j'avais encore que 8 ans, des trucs comme ça, tu vois, bien obscurs, tu vois. Donc, non, moi ce serait Street Fighter 2X, rien que pour la nostalgie. Et... Est-ce qu'il y a les barres de super dans celui-ci? Ouais, voilà, il y avait les barres de super, la c'est le plus première abouti. fois, c'est l'apparition la et des- plus aboutie. C'est où il y a les combos, etc., qui ont été juggles. officialisés, les C'est la juggles. version la plus violente. Enfin, c'est celle où tu peux perdre ta barre de vie en 2 secondes. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça, c'était dans tout Street 2. Dans les hein, là. premiers Street, ouais, c'est ça. Il y a une partie où on vous voit tous les deux jouer à Street 1, il me semble que les barres de vie, elles tombent. Oui, sur comme Street ça. Fighter, le Ah, premier. Dokkan valait mieux pas le prendre. T'avais des one-shots, je crois, même Ouais. dans Street 1. Alors pour faire de la promo, c'est une vidéo qui est visible sur le YouTube de Oui, la gauche vas-y. droite, Oui. où avec TMDJC tous les deux, Vous refaites un peu tout l'historique. on fait tout c'est ça, l'historique de de Street Fighter.
C'était rigolo. On part de Street Fighter 1 jusqu'à Street Fighter 3.3, on a laissé le 4 de côté, mais on passe par les C'est vrai que EX, ça tout fait un ça. bon complément à tout ce dont on va parler là, un historique de Et, Street. mais c'est vrai que sur le 2X, moi je sens une violence bien plus grande que sur un Street Fighter 2 normal. Peut-être parce que t'as les super qui peuvent Ouais, je pense faire que encore plus c'est mal. juste mais- ça, parce qu'en fait, en termes de mécanique, la mécanique de base, elle a finalement très peu bougé en fait sur les Street 2. En fait, ça a vraiment évolué avec le damage reduce qui est arrivé après, mais Là tu me dis que sur 2X, les barres de vie descendent pas plus vite que sur un Street Fighter 2. alors sensiblement si à cause de la super, mais c'est la mécanique de plus en fait. Et sinon, en fait, véritablement, enfin, Parce que là, c'est équilibré, parce que dans Street Fighter 2 normal, t'as des combos qui stun. Oui. Donc prends le gars et tu le fais 2 fois, voilà. tu tues. Et c'est fini, ouais. et c'est en un coup quoi. Du coup, tu peux rien faire. Chaque mécanique a son abus. Alors c'est Il peut-être faut parce qu'il est maîtriser. plus rapide, je sais pas. Après c'est des souvenirs, hein, parce qu'on jouait pas tous sur les mêmes versions. Il y en a qui mettaient des étoiles à fond sur Super Nintendo. Oui, qui influe sur la vitesse du jeu. Il y a pas de, il y a sur, moi j'ai joué sur Mega Drive au 2 primes, il y avait pas d'étoiles, les voies étaient dégueulasses, mais Ah, j'adore. 2 primes. Moi je disais 2 primes aussi. C'est pas genre 2 dash en vrai ou un truc comme ça. c'est Ouais, mais on a tous Ouais, dit prime, 2 on primes. comprend, hein. 2 primes avec Monsieur Bison. Si tu dis Street Fighter 2 Dash, c'est rigolo parce qu'en fait il faudrait dire à ce moment-là Stuo 2 Dash si tu voulais vraiment le faire à la japonaise. Donc c'est Et si on se mettait à dire Hadoken au lieu de Hayuken, enfin, où est-ce qu'on on s'arrête plus. n'importe où. On s'arrête plus. Avec lui, tout ça. Et toi de ton côté, donc ah oui, alors on va reprendre. Tu dis donc Street Fighter le premier et 2X pour le jeu pour le jeu du cœur. Complètement. Ok. Et toi enfin. Eh ben, écoute, je sais pas trop quoi dire après ces trois personnes parce que du coup, c'est vrai que je retrouve quelque chose d'assez proche. Je vais essayer de C'était pas un petit peu mon objectif. de pas finalement. paraphraser Shin. Ouais. Moi, j'ai découvert le jeu de combat avec Street Fighter premier du nom. Alors effectivement, j'ai mis comme vous les doigts aussi sur d'autres jeux avant, mais pour moi, le premier vrai jeu de combat, ça a été Street Fighter. Mais je suis vraiment rentré dans le moule avec beaucoup d'autres joueurs avec l'arrivée de Street Fighter 2 parce que ça a été une révolution qui court toujours aujourd'hui, hein, comme on le dit souvent. Street Fighter 2, c'est l'an zéro du jeu de combat. Il y a eu un avant et un après. Et tu parlais des graphismes, tu parlais d'animation, et moi je rajouterais le son avec ça, parce que c'est les thèmes emblématiques. C'est qu'à chaque fois que tu mettais un coup, tu avais l'impression d'avoir vraiment tapé ton adversaire. Quand tu prenais un coup, tu prenais aussi. C'était super dur de te battre contre certains personnages, parce que tu dis, ah ouais, comment je vais gérer mon attaque? C'est Puis dans Street Fighter 2, les persos vomissaient parfois. et oui, il Ça vomissaient disparaît. du sang des Ouais, fois en ça plus. sent. C'est des choses qui ont complètement disparu. Tu pouvais jeter ton adversaire sur le décor, tu avais des morceaux de décor qui volaient. Oui, c'est vrai. Voilà, tu pouvais casser des voitures, tu pouvais exploser des tonneaux, des barils en feu. C'était c'est vrai, exactement. Voilà. Calqué sur les C'était l'époque des barils en feu. Exactement. Et moi, c'est vraiment un jeu qui m'a retourné dans tous les sens, qui me retourne toujours aujourd'hui. Quand j'en parle, ça me fait toujours quelque chose. Là donc tu parles J'ai, précisément du 2, hein, c'est ça. Même si c'est pas ton précisément premier, du le 2, 2, voilà. putain, Pour moi, je suis arrivé avec Street Fighter, mais celui vraiment qui m'a retourné au point même d'acheter tous les magazines qu'il y avait à l'époque, de regarder les images, les screenshots vraiment dégueulasses, les toutes petites images où tu voyais juste un bout de Ryu qui avait son poing en l'air. Je me suis dit, putain, c'est quand même bien fait. Hein. Tu parles des sons, il y a aussi les musiques de Street Fighter 2 dont on n'a pas parlé, qui sont pour moi parfaites, dans le sens où Ouais, je disais les tu thèmes, l'entends, j'inclus t'entends le thème d'un personnage, tu sais que c'est lui, ça lui correspond tout à fait. Ils ont pas mais aussi bien retranscrit ça, je trouve, dans les autres Street Fighter. Ils l'ont pas retranscrit. C'est ça. Bah, On a dans, jamais, le 3, dans le 3, Street Fighter 3.3, il y a des thèmes qui sont assez cool, assez c'est vrai. mémorables. Ils valent Pas tous, ceux de pas tous. Yoko Voilà. Shimomura, si tu nous C'est vrai. thèmes. Ne parlons pas du Mais théâtre. pour moi, c'est lié, enfin, on change un peu de sujet là, mais pour moi, c'est lié aussi au fait qu'à l'époque de Street Fighter 2, c'était une époque où la composition musicale dans le jeu vidéo, c'était de la programmation en même temps. Fallait développer ses sons, donc tu devais vraiment te baser sur de la mélodie pure. C'est ce qui fait qu'on a énormément de différence entre les OST des premiers Final Fantasy et des derniers. C'est que tu devais te baser sur de la mélodie, des mélodies catchy qui devaient rester. Et c'est ce qui fait qu'on se souvient tous de la musique d'un Ryu, du thème d'un Ryu, d'un Ken et tout ça, parce qu'elles étaient faites pour ça. Il fallait que ça accroche direct. Alors que, ne serait-ce qu'à partir du 3, c'est des trucs plus instrumentaux, qui peuvent être excellents aussi, mais qui sont moins faits pour te marquer directement. C'est le passage au CD, C'est ça. On a eu l'occasion de... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis sinon, mon jeu de prédilection, alors je suis très hésitant parce que moi naturellement, je suis vraiment du même point de vue que Shin. Ce serait Street Fighter 3.3 qui pour moi effectivement est arrivé à la quintessence de ce que j'aime dans le jeu de combat, parce qu'il y a le parrying, parce qu'il y a des personnages que je trouve excellentissimes, parce que le gameplay est aux petits oignons. Il a ses défauts, mais ses défauts font partie pour moi du charme du
du jeu. Alors si je devais pousser le bouton à l'extrême, mon jeu préféré n'existe pas parce que ce serait un mélange entre Street Fighter 3.2 et Street Fighter 3.3, qui aurait un mélange de tous les. Mais il y a eu trois versions de Street Fighter 3, voilà. Exactement. Un peu comme avec Street Fighter 4 pour comparer Super Street Fighter 4, c'est ça, etc. C'est ces fameuses versions. Je sais pas comment on dit quand il y en a 5. Quand il y en a 5 Ouais, quasiment. 4, Super Arcade Edition, 2012 et Ultra. D'accord, et si on s'arrête aux versions qui sont sorties sur disque, parce qu'il y a eu des versions intermédiaires importantes aussi. Et donc, tu voudrais un mix entre cette deuxième version de Street Fighter 3 et la troisième version, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir un coup de cœur naturel pour 2X, qui est aussi certainement l'un des Street Fighter que je relance le plus souvent, parce que on est arrivé au bout de quelque chose. En fait, le 2X, c'est effectivement la quintessence de ce qui se fait de mieux de cette époque-là. Après, on est passé à autre chose. Il y a eu d'autres trucs. Et voilà, c'est deux jeux pour moi qui sont de cœur, avec une vraie préférence pour Street Fighter 3.3 qui correspond plus à mon style de jeu, mais voilà. Alors là, en marque, j'avais pas demandé quel est votre Street Fighter préféré ou quoi, mais quasiment, j'avais demandé bien jeu de combat, et on a entendu une grande majorité de Street Fighter. Si moi j'avais dû donner les miens, ça aurait été Street Fighter 2 pour le premier aussi. Et j'aurais hésité entre Street 3.3 et comme toi, Garo aussi pour le deuxième. C'est un peu les premiers jeux qu'on a découverts. Street Fighter 2, c'est un peu celui qui a lancé le truc. Pour aimer les King of Fighters à l'époque, dans les années 90 et tout, il fallait avoir la console et c'était pas. C'était une époque où on pouvait les voir en salle d'arcade quand même. Il y en avait quand même beaucoup plus et c'était plus accessible. Oui, jouais à la Fnac. J'y jouais très régulièrement à la Fnac, je tiens à le dire. Merci la Fnac. Merci pour à l'époque, j'étais encore très jeune et c'est pas des endroits dans lesquels. C'est vrai qu'il y avait ce côté la salle d'arcade. Ça avait un côté un peu obscur. D'ailleurs, on a refait encore en plus un podcast spécial sur l'arcade où on retrace l'historique de l'arcade, le business de l'arcade. Et avec TKO du Versus Dojo. Oui. Qui a fermé sa salle récemment. Tout à fait, reportage que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Bagogot, où je suis allé avec ma caméra et mon micro pour cette dernière ouverture, n'hésitez pas. Ça leur rendra hommage, mais ça leur fera plaisir. Et donc, les salles d'arcade à l'époque étaient aussi décrites comme des endroits un peu obscurs dans lesquels ça fumait dans le fond du truc. Les mecs qui y jouaient, c'était des gros darons, qui connaissaient un peu le truc, qui jouaient la clope au bec, qui étaient impressionnants. Il y avait des cendriers sur les trucs. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Donc, c'est pas des endroits dans lesquels, et puis en plus, parfois, c'est des endroits un peu mal famés, quoi. C'est quand même des endroits où on met des pièces d'argent, quoi. Et de l'argent. Et tu sais pas, quand tu joues un flipper, si le mec, il a pas un bouton derrière, pour transformer ça en machine à sous. Donc, c'était des endroits un peu étranges. Ouais. Et même un peu effrayant pour nous. Donc, allez découvrir ces jeux-là. Donc, il y en avait à Châtelet-Léal, hein. Il y en avait à Châtelet. Ouais, rue Saint-Denis, il y en avait deux, je crois. À Bastille, il y avait une toute petite salle aussi, pas très vrai, loin de chez Tonkam. Vous avez passé votre enfance à Paris. Jamais j'aurais mis les pieds dans une salle d'arcade à Paris. Moi, j'étais à Bordeaux, c'était tranquille. Donc, c'était mignonne, les salles d'arcade. Tu rentrais, c'était bien. Voilà, hormis avoir un pote qui avait une Neo Geo à la maison, pour jouer à Fatal Fury, tout ça. C'était compliqué de découvrir ça, ouais. Mais heureusement, on avait tous un pote qui avait une Neo Geo. Ouais, on a tous une PC Engine, non? Si, j'ai eu un pote qui a eu la 3D. Le PC, l'émulateur, mais bien plus tard. C'est vrai que ce pote-là était utile. C'est vrai que la Super Nintendo avec Street Fighter 2, c'est ce qui a fait que c'est la base, donc du coup, on est attaché à ces personnages. Évidemment. Donc voilà, on a passé un peu de temps là à voir quels étaient les jeux préférés premiers de chacun, mais je trouve ça intéressant parce que on voit qu'il y a beaucoup de similitudes quand même, l'air de rien, alors que on a joué, on a tous évidemment une expérience complètement différente dans le jeu vidéo, dans la vie en règle générale. On retrouve quand même ces pointeurs un peu qui sont là à chaque fois. Qu'est-ce qui fait pour vous que c'est le jeu de combat et pas autre chose qui vous passionne? Alors peut-être toi un peu moins que toi. Ouais. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que. Voilà, mais disons que vous, chacun qui avait des sites qui bossait sur des sites consacrés aux jeux de combat précisément, qu'est-ce qui distingue les autres? Alors déjà, la première chose, c'est que, et je pense qu'on peut dire la même chose des shoots ou des platformers, c'était une fois que tu as compris comment fonctionnait un jeu de combat, tu peux jouer à presque n'importe quel jeu de combat si tu en as compris l'essence. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Là, c'est Street 5 qui est arrivé, par exemple.
toutes les mécaniques que tu connais, tu peux les utiliser dans le jeu. Après, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui te servent à rien. Après, tu vas te rendre compte qu'il y a des nouvelles mécaniques, etc. Et tu vas t'approprier le jeu. Mais en attendant, t'arrives pas les mains vides, en fait. T'es là avec tout plein d'armes. Tu sais comment te placer, tu sais comment éviter les coups, tu sais comment garder. Donc, il y a une science commune à tout le genre. C'est ça. C'est un peu comme quand tu te mets vraiment à lire plein de livres. Voilà, t'as compris que tel mot correspondait à tel truc. Voilà, ça, t'arrives avec ton bagage, tu peux lire n'importe quel livre après. C'est un peu ce que ça me fait. Et puis voilà. En fait, moi, j'ai dans la tête toujours, à chaque fois que je démarre un jeu de combat, il y a des images de Street 2 qui reviennent. C'est-à-dire que ce jeu, il m'a marqué de manière indélébile. Et je cherche le personnage qui va faire des dragons, je cherche le personnage qui va faire des boules de feu, je cherche celui qui est campeur. Et donc voilà, c'est tous les jeux, en fait, tu te rends compte qu'ils sont toujours plus ou moins basés sur l'ergonomie Street 2. Et c'est quelque chose qui me touche et qui me parle. Moi, il m'arrive très régulièrement de jouer à d'autres formes de jeux parce que j'aime bien jouer. Mais j'ai du mal à ne pas jouer longtemps, en fait, à un jeu de combat. Il y a plein de potes qui, à certains moments de leur vie, ont un peu lâché le jeu vidéo parce qu'ils étaient ados, parce qu'ils ont fait ça. Je me suis jamais arrêté de jouer. J'ai toujours lancé un Street quelque part ou effectivement un KOF ou etc. parce que j'ai pas fait que du Street, mais c'était vraiment mon école de prédilection. J'étais plutôt de l'école de Capcom. Et voilà, c'est là où je me sens bien. C'est là où il y a presque tous mes potes. C'est une communauté voilà qui est riche et avec plein de profils différents. En fait, j'ai envie de dire, c'est très con ce que je vais dire, mais ma vie ne serait pas du tout la même s'il n'y avait pas eu Street Fighter 2, que ce soit dans ce que je fais sur Internet, que ce soit les gens que je côtoie, que ce soit mes lectures, que ce soit le fait que je me sois mis aux arts martiaux, que ce soit le fait que j'ai eu envie d'apprendre le japonais ou ce genre de trucs. Tout ça est né de Street Fighter 2. Je serais quelqu'un d'autre si Capcom n'avait pas fait Street Fighter 2. On va reparler un peu de la communauté un peu plus tard parce que c'est important dans le jeu de combat. Et là, on voit que c'est quand tu dis Street Fighter 2, et la communauté qui en découle finalement aussi. C'est très important pour le jeu de combat. Ok, toi, tu te retrouves un peu dans ce qui vient d'être dit? Pour moi, les jeux de baston, en général, ce qui me plaît dans les jeux de baston, c'est la philosophie qui entoure les jeux de baston. C'est le surpassement de soi-même, c'est la rivalité, c'est être meilleur que l'autre, c'est montrer qu'on en a des grosses. Et des grosses manettes. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, quand j'avais commencé le jeu de baston, ce qui me plaisait, c'était les personnages les moins forts, histoire de... de dire, oui, moi j'ai réussi avec lui, ouais, voilà. Bien sûr. Ouais. Et en plus, avec l'époque, toute l'ambiance Jackie Chan, Van Damme qu'il y avait, t'es à l'école, tu vois un mec en kimono qui fait des sauts, des sauts, coups de pied, des boules de feu et tout ce qui s'ensuit, tu peux que être dans l'engouement. Donc bien sûr, il y avait toute cette philosophie-là qui m'a plu, puis bon, à terme, t'apprends le jeu. Toujours dans cette même philosophie, quand tu te retrouves dans une salle d'arcade et t'as un mec à côté qui t'apprend à faire le shoryuken, c'est comme si t'avais un sensei. Tu te retrouves de nouveau dans un film de Van Damme, parce que t'as un sensei qui t'apprend, t'as un shidoshi. Ouais. Et donc, voilà, après tu te crées ta propre histoire et t'arrives à un jour où tu te rends compte qu'en fait, t'as un niveau pour jouer à Street Fighter et que tu rencontres d'autres personnes, vous vous affrontez et ta défaite, tu la prends pour devenir plus fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce qui m'a plu dans un premier temps à Street Fighter. La vie côté shonen, voilà, finalement. C'est ça. Et après, une fois que tu as les bases, comme disait TMDJC, une fois que tu as les bases, tu te rends compte qu'en touchant un autre jeu vidéo, un autre jeu de baston, mes bases fonctionnent. Te servent. Ouais. Et voilà. Ok. Pareil, Emeric. Je rejoins. C'est parce que on va peut-être préciser. Tu te considères comme un passionné de jeu de combat ou pas spécialement? C'est un genre que tu apprécies particulièrement. J'ai l'impression que j'apprécie particulièrement. Mais j'aime beaucoup Street Fighter et Smash Bros en particulier. Ouais. Après les autres licences, moi j'ai joué un petit peu à Soul Calibur, j'ai joué un petit peu à Tekken, mais beaucoup moins. C'est vraiment un attachement à Street Fighter et à Smash Bros. Et pour rejoindre un peu ce que ces deux personnes ont dit très justement, moi je trouve que les jeux de combat c'est ce qui se rapproche le plus d'un sport, en fait, d'un sport de combat. Il y a beaucoup de choses que moi je fais l'escrime aussi en dehors de ça que je retrouve dans le street. C'était gratuit. Non, je suis d'accord, j'ai même pas entendu. Mais bon, certes. Mais il y a beaucoup de choses dans la gestion des distances, plein de choses qui se retrouvent dans un jeu, en particulier un jeu de combat. Il y a de la performance, il y a du dépassement de soi, il y a de l'entraînement. Et moi, ce qui me passionnait quand j'ai découvert Street Fighter 4, c'est un jeu que j'ai acheté dans l'optique d'être bon. En fait, je voulais être bon à Street Fighter 4 parce que j'ai découvert Street Fighter 2, j'ai joué un petit peu à Street Fighter 3 entre-temps, mais j'étais pas très bon. Et là, en fait, le jeu est arrivé en même temps que l'explosion de l'e-sport, des vidéos, des Ken Bogard qui commençaient à commenter et des sites comme Bac Gros Point, comme Shoryuken, qui permettaient à un peu tout le monde qui avait le temps un petit peu de s'investir, de devenir au moins moyen plus. D'accord. Et moi j'ai passé des heures, mais vraiment des heures et des heures et des heures et des heures
à faire des matchs, mais que je trouvais passionnants, parce que même si quand je perdais, il y avait toujours une raison pour laquelle j'avais perdu. Parce que je savais pas que ce coup-là, par exemple, il était pas safe en garde, ou alors derrière ça, en fait, j'avais le droit de commencer ce combo-là et ça changeait tout. Et donc, même mes défaites me servaient à progresser, encore une fois. C'est vrai que c'est un genre dans lequel à partir du moment où tu joues avec quelqu'un, pas contre une IA, et encore, une défaite t'apportera toujours quelque chose. Systématiquement, même si le type a fait n'importe quoi et puis il joue n'importe comment et que t'as fait n'importe quoi, bah oui, c'est que t'as fait n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas de tous les genres de jeux, l'air de rien, que même une défaite apportera forcément. Mais si tu ne te sers pas de ta défaite pour apprendre, c'est que tu as vraiment perdu. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est très arts martiaux ça comme. En fait, dans un jeu de combat, on peut jouer. Il y a plein de jeux sur lesquels on affronte d'autres joueurs, hein, FIFA, un jeu de basket ou autre, et où parfois on est très victime de l'IA, l'attaquant qui part pas, tiens, ça va sur le poteau, truc. Il y a un manque de réalisme. Voilà, tout à fait. Dans les axes. Exactement. Mais sur le jeu de combat, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'injuste. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres. Voilà. Il faut apprendre à jouer contre. C'est ça. Voilà, ouais. c'est ça. Et C'est ce que je dis tout le temps à Kevin quand on est sur du 3.3 Chun-Li, et je prends le Chun-Li. Non mais c'est vrai que tout le monde peut l'apprendre, Chun-Li. Après, encore faut-il maîtriser ce pouvoir. Maîtriser 2 boutons. Non c'est quoi, gros point Et moyen pied, ouais, voilà. On va, juste une fois tout savoir accumulé, je trouve que c'est un plaisir que tu retrouves nulle part ailleurs dans le jeu vidéo, de défoncer en fait la personne. D'un coup ça vient, dans le mot, dans le c'est le mec avec défoncer des gens. Non mais c'est vrai, il y a un côté qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est qu'il y a défoncé avec amour, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, pendant le match, t'es dedans, en fait. Et si tu joues vraiment, si tu veux vraiment t'investir, tu fais pas de cadeau. Le but du jeu, tous les trucs que tu peux utiliser, tu vas les utiliser parce que c'est aussi ça. Et puis quelque part, quand t'es plus fort que l'autre à utiliser tous ces trucs, tu donnes des billes à l'autre aussi pour qu'il puisse progresser. Vice versa, quand c'est toi qui es en dessous, t'essaies de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi certains coups, alors je pensais que ça passait pas, ça passe. Je suis entièrement d'accord. Puis après, quand c'est fini, on est copains, quoi. Ou alors tu m'envoies un message de haine et je serai content aussi. Oui, c'est c'est une manière de communication que je ne comprends pas. Moi, il m'est arrivé sur des matchs de Street 4 de tuer des gens avec des Hadoken, mais que des Hadoken. Et il dit sale tricheur, tu fais que des Hadoken, etc. Et t'as envie de dire mais évite-les, fais quelque chose, bouge. Ça peut énerver. Il y a beaucoup de de sentiments qui sont mis en jeu, mais c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais dès que c'est une forme d'ego boost quand tu tapes quelqu'un, c'est vrai que t'as l'impression d'avoir des gros testicules ou des gros ovaires. D'ailleurs du reste parce que t'as tes joueurs défoncent. Et mais on se rend compte que du coup il y a une grosse dimension égo au final dans ce truc-là. Et ce qui est pas forcément une mauvaise chose quand derrière t'es pas un fiefé connard, quoi. Oui, mais d'autant que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Trop d'ego dans le jeu de baston, ça va te nuire comme ça peut te nuire dans un sport. On a vu des joueurs arrêter de jouer parce qu'ils pensaient pas perdre vis-à-vis de tel ou joueur et ils ont fait évidemment. Je raccroche. Il y a un aspect aussi dans une partie de jeu de combat, c'est l'aspect communication, mais que tu joues contre quelqu'un, donc ça peut être sur internet ou côte à côte, mais il n'y a pas de parole. Mais il y a un aspect communication du fait que c'est souvent les joueurs ont des habitudes de jeu. Ils vont faire toujours le même combo, ils vont faire un saut gros pied, puis ils vont faire la balayette, puis la première fois ça va passer, la deuxième fois ça va passer, et tout d'un coup la troisième fois, tu te dis ok, il fait toujours ça, et là ça passe plus. Et là tu te rends compte que l'autre ne le fait plus, et il a compris que tu avais compris. Il y a une espèce voilà, il y a cette espèce de communication même sans parler. Tu vois, où parfois on joue côte à côte, ou un petit regard genre c'est bon, t'as compris, fait qu'il y a quelque chose de, il y a une communication à travers le jeu en fait. Ouais, c'est assez juste ce que tu dis, je trouve, Shin, parce que il y a un truc qui est particulier dans beaucoup de jeux, mais qui est vraiment vrai dans le jeu de combat, c'est-à-dire qu'on te file les règles du jeu, et en fait les règles du jeu elles t'apprennent pas à jouer, elles te disent comment bougent certains personnages, elles vont éventuellement te donner la liste de certains coups, etc. On dit voilà, là t'as la barre de vie, là t'as le temps, etc. Mais en fait toutes les mécaniques intéressantes, elles sont marquées nulle part. Et c'est vrai que depuis l'avènement d'Internet, aujourd'hui il y a plein de choses que tu peux retrouver en vidéo, il y a des choses qui vont être expliquées, on va te rebalancer des infos, etc. Et c'est marrant parce qu'il y a à la fois ceux qui vont donner leur savoir, parce qu'il y a ce souhait de progression, etc. Et ceux qui vont donner leur savoir avec du lag. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il va y avoir une compète, etc. Ils ont trouvé le truc, ils vont le garder d'eux. Et puis une fois que ça aura bien été vu, etc. Vous voulez savoir comment je fais? Je fais comme ça, en fait, c'est super simple, tout, etc. Mais ça m'a permis de gagner quand même. Donc je vous l'ai pas dit tout de suite. Et cet aspect-là est super intéressant aussi. Je trouve c'est très vivant. Alors, on va...
faire très rapidement, parce qu'en fait, tu as cité Street Fighter 4 en disant que c'est peut-être le jeu qui t'a fait lancer vraiment à te dire je vais m'y mettre très sérieusement au jeu de combat. Je crois que c'est ce jeu qui t'a fait acheter un stick, il me semble. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ce genre de pas que tu franchis. Tu vois, je m'achète un stick arcade, maintenant, je suis plus là pour déconner. C'est ça. Si on devait faire un historique, mais le plus condensé du monde du jeu de combat, on parlerait quoi de naissance et de développement dans les années 90, jusqu'à la chute avec Street Fighter 3, en gros, chute commerciale, j'entends. Alors, moi, j'ai une nuance à porter à ça, parce que très souvent, et c'est là qu'on voit, tu disais tout à l'heure, on cite souvent Street Fighter, etc., mais il y a un moment donné où notamment certains journalistes ont dit, le jeu de combat est mort. Le jeu de combat n'est jamais mort. Il a toujours continué, il y a toujours des Tekken qui sont sortis, il y a toujours, en fait, il n'y a jamais eu d'arrêt. Et Tekken, d'ailleurs, si on regarde les chiffres de vente, il y a beaucoup plus de Tekken qui sont vendus que de Street Fighter. Mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est la mort du jeu de baston, enfin la mort. Mais c'est ça, en fait. Du jeu de baston, mais ce que tu dis est vrai, avec entre guillemets, dans le sens où, malgré tout, ce que les gens ont retenu, c'est que Capcom a arrêté de faire de l'arcade, donc il n'y avait plus de jeux de combat. Et c'est incroyable la puissance de ce qu'il y a autour de Street Fighter. De ce genre-là, parce que c'est une vraie transition 2D 3D. Avec l'arrivée de la PlayStation, il fallait faire de la 3D. Absolument. Toshinden, comme tu disais. Et à l'écran, il faut dire ce qui est, on était tous très impressionnés par la 3D, des caméras qui tournent autour des personnages, des shops mises en scène, enfin voilà, avec des mouvements de caméra incroyables. Street Fighter EX. Voilà, et on s'est tous mis à adorer faire que des shops à Tekken, à regarder Soul Calibur, enfin voilà, ça brillait de partout. C'est vrai que les shops à Tekken, c'était bluffant quand elles sont voilà, c'était juste incroyable. Mais les Kazuya qui mettaient son double coup de pied, ça voulait une souplesse incroyable. C'est juste que le Street Fighter de Like a eu un petit coup de mou. C'est-à-dire que quand tu voyais un Soul Calibur et puis que derrière, à côté sur PlayStation, t'as Street Fighter Alpha, t'adorais Street Fighter et tu pouvais trouver ça bien. Je trouvais ça bien. Mais t'avais des gens qui se disaient, bah non, c'est plus possible, c'est trop vieux, c'est à l'ancienne. Ouais, après, c'est peut-être aussi, je sais pas, c'est sujet à débat à mon avis, peut-être une surcomplexification des systèmes dans les alphas. Dans le 3, ça me paraît pas extrêmement complexe le 3, mais enfin dans les grandes règles, mais c'est comment dire, différent. C'est deux écoles différentes. Donc il y a peut-être ça un petit peu qui fait que... Je pense que c'est la combinaison des deux en fait qui a généré ça. C'est très lié à la technologie, je pense que ça a été victime de la technologie, les gens en voulaient toujours plus, PlayStation, tout ça. Il fallait innover, voilà, il fallait innover et puis... Sony a mis des bâtons dans les roues à tout le port 2D, de toute façon c'était très clair, nous on veut de la 3D. Et donc bon voilà, en tous les cas cette petite baisse de régime en tout cas, il faut finalement attendre Street Fighter 4 pour que ça redémarre. Et donc moi, j'aurais tendance à parler de génération Street Fighter 4, d'une nouvelle génération Street Fighter 4. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment justifié de parler de génération Street Fighter 4 d'un côté pour les jeux, mais pour les joueurs aussi? Oui, pour moi, oui. Dans les deux cas, c'est-à-dire qu'en arrivant, Street Fighter 4, c'est fin 2007, si je ne me trompe pas, au Japon. Au Japon, Et donc 2008, en gros 2008, c'est là que ça prend vraiment. 2008. Début 2008, oui, c'est vrai, sur console en fait, mais il était sorti en arcade en 2007, si je me trompe pas, au Japon. Non, c'est l'inverse, c'est 2008-2009. Août 2008 sur arcade au Japon. Ah, excuse-moi, oui. Et ensuite 2009, c'est ça. Avec le trailer dans l'Xbox 360 et on pleurait. Donc voilà, il y a Street Fighter 4 qui arrive, à ce moment-là, Capcom fait un coup qui, moi, me rappelle un petit peu ce qu'a fait, à moindre échelle, ce qu'a fait Nintendo avec la Wii. C'est-à-dire rappeler plein de gens qui avaient oublié ou qu'on se disait bah ils jouent plus avec la Wii, ou on se dit ils jouent plus aux jeux de combat, ils disaient mais si regardez on est là, revenez, ou vous ne connaissiez pas, bah venez, vous pensiez que c'était pas pour vous le jeu vidéo de combat, mais en fait si. Et alors pour vous, est-ce que ça a été réussi ça? Est-ce que avec Street Fighter 4, je pense que oui. Oui, clairement oui. En plus, il partait entre guillemets de loin parce qu'il faut rappeler que la licence Capcom Japon l'a vendue à Capcom USA et que les Japonais qui croyaient vraiment au projet ont vraiment dû négocier. Et moi, voilà, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas forcément en accord avec Ono, mais on lui doit ça. Il s'est quand même battu. Voilà, tout à fait de Street 4. Et du 5 d'ailleurs. Et du 5, oui, mais de Street Fighter en général, parce que là, plus ou moins, la licence pour l'instant, elle est sur ses épaules. Voilà, c'est pas toujours un bien, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça là-dessus, on lui doit vraiment ça. Il s'est vraiment battu pour le projet. Il a démarché les Américains, il a expliqué comment faire, il a gardé le développement en interne, ce qui n'était pas facile aussi. Enfin, quand je dis interne, c'était par rapport aux Japonais, parce que c'est pas Capcom qui l'a fait véritablement, mais ça a été fait en partenariat avec Dims entre autres. Mais il a réussi, en faisant des choix que moi j'aurais pas fait en plus, à faire un jeu qui soit accessible à tout le monde et qui surfe sur la vague Street 2. Et, oui. C'est vrai que c'était
c'était judicieux de revenir à des bases de Street 2 à cette époque-là. On ne l'aurait pas forcément parié avant. Maintenant, c'est très facile de dire oui, c'est ce qu'il fallait devant faire. lui donne raison. Hein. Voilà, c'est ça. Surtout, il y a un aspect, excuse-moi, il y a un aspect très nostalgique par les personnages. Street Fighter 3, c'était un peu, pas perdu, mais ils avaient beaucoup renouvelé nouveaux les personnages, personnages, et ça pouvait faire peur à des personnes qui avaient l'habitude de Ryuken, Chun-Li, Blanca, tout ça, et tout d'un Il coup, suffit d'entendre des gens parler du casse de Street 3 en général. voilà. Hein. Et là, les gens se retrouvent face à des personnages qu'ils connaissent pas. Les gens aiment bien se retrouver dans des milieux connus. Et là, avec Street Fighter 4, Ils ils reviennent ressortent avec, toutes voilà. les icônes, tous les trucs connus. Ça C'est vrai. peut, ça Il y a peut quoi, il y a, que je marcher. crois que 3 ou 4 nouveaux dans la première version, 4 nouveaux, c'est ça. Ouais. Itération, ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la base, Street Fighter 4 est un bon moyen, est un bon prétexte pour les plus jeunes qui n'ont jamais pu être dans la vague de Street Fighter 2, de jouer à un Street Fighter, parce que tout le monde connaît Ryu et Ken, tout le monde a déjà vu le film avec Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, Il y a ça, joué au jeu du film. au jeu du Après, film, ça c'est un peu plus hardcore quand même, s'il te plaît, ne cite pas ça ici. Il y a un débat. Et le truc, c'est voilà, c'est un prétexte pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, ou pour ceux qui étaient trop jeunes de se mettre à Street Fighter, et un prétexte pour les anciens, pour montrer leur skill et dire, hé les gars, on est toujours là. Ouais. Même s'il n'y a pas Gaël. C'est là que ça devient une BD de Bastien Vives où tu dis moi je vais prendre caoutchouc et je suis tout le monde avec. C'est exactement ça. Mais le pire, c'est qu'il y a vraiment des joueurs comme Mais ça. c'est ça, oui, oui, Des fois, c'est- t'as des c'est- joueurs c'est qui arrivent pour de vrai. random, etc., Ouais. et qui t'explosent des très bons joueurs moyens, j'ai envie de dire, parce que c'est après, t'as des. Là, ils font, mais comment? Ben non, Parce que ben c'est voilà. la Le jeu vague. le permet. Ouais. Oui, et c'était des gens qui étaient là à l'époque des cafés, justement. Et le détail qui a fait exploser les ventes, c'est le mode en ligne. C'est ça, c'est que ça arrive, on arrive à un moment où ça y est, mais depuis pas si longtemps que ça finalement, en 2008-2009, ça fait pas si longtemps que ça que le jeu en ligne sur console est vraiment fonctionnel à ce point-là et touche autant de monde. Et pour aller complètement dans ce sens-là, le mode en ligne de Street 4 est excellent. Oui. Parce qu'il y a C'est une plein de référence jeux de encore combat qui ont aujourd'hui, essayé de ouais. faire. Il n'est pas parfait, hein, mais il est excellent. vrai. Ah ouais, quand tu compares avec les autres jeux qui sont sortis à l'époque, moi j'ai essayé de jouer à KOF 13 par exemple en ligne. Injouable. C'est ingérable, c'est ingérable. Et oui, c'était parfait. Ils sont arrivés, ils ont su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et le jeu a été développé tout de suite en pensant à ça, à cet aspect-là. Et ça, c'était énorme. Et d'ailleurs, donc là tu parles de KOF 13, tout ça. Est-ce que donc là on voit qu'il semble assez raisonnable de parler de Street 4, enfin de génération Street 4 pour les joueurs et tout ça, les gens que ça a appelé, et pour les jeux, c'est-à-dire tous ces justement KOF 13, c'est la qualité de jeu Arc System Works qu'il y a eu ensuite. Même Arc Sys, c'est un peu particulier parce que c'est pareil, Ils ils se sont continuent en jamais vraiment Ouais, c'est arrêtés. Mais effectivement, il y a, tous Mais les ils ont anciens leurs sont jeux sortent revenus. maintenant On ici, n'aurait on pas en eu entend de parler. Mortal Kombat comme ça si jamais il n'y avait pas eu un Street 4. Ouais, c'est ça. Ouais. donc c'est vraiment pour vous le coup de Ils ont départ. relancé le jeu de combat. Ouais, c'est ça. En plus typé 2D. Parce que. Oui, c'est vrai que là on parle avec du parce Voilà. que évidemment on le voit bien, Street 4 et Street 5 ne sont pas en 2D, mais c'est du gameplay 2D quoi. Ça se Avec joue des hitbox. avec des hitbox. Alors qu'il me semble qu'au début du développement de Street 4, ils avaient envisagé d'abandonner. Ah, des Sur Strike. Ouais, c'est un Sur Strike, une suite de Sur Strike, mais voilà, on revient toujours à la même problématique. Il faut que ce soit des persos qui rappellent la nostalgie et le gameplay aussi. Ouais. Donc si tu implémentes des paris, des blockings dans un nouveau jeu, les gens vont être perdus. Il y aura trop de déséquilibre. Donc à l'ancienne, Zoning et Dragon, il y a Dokken. Moi, c'était vraiment un manque quand il est sorti, mais ils ont eu raison de le faire, vraiment. Tout leur donne raison. À la base, on revient aux fondamentaux. Tout à fait. Street 2. Et donc là, alors aujourd'hui, Street 5 qui sort. Est-ce que ça signifie la fin de cette génération Street 4 ? On a vu déjà un peu de déclin, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il y a Street 4 qui sort, des salles d'arcade qui se mettent à ouvrir à Paris alors que ça faisait 10 ans qu'elles fermaient tous. C'est bien, c'est chouette, on en entend parler partout. 7 ans plus tard, finalement, ceux qui jouent encore au jeu, c'est les gros joueurs uniquement. Il y a plein de salles d'arcade qui referment. C'est peut-être un peu plus morose déjà. J'ai l'impression que la vague redescend déjà un petit peu. Et donc il y a Street 5 qui sort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça poursuit une génération Street 4 ? Est-ce que pour Capcom, vous pensez qu'il faut relancer quelque chose ? Qu'est-ce que... Comme Street Fighter 4, de toute façon, c'est fini. Oui, intérêt, le message de toute façon de dire pas à l'Evo cette année, c'est un message Voilà, fort. c'est sûr. Comme tu dis, alors le truc le plus fou, c'est que Capcom a fait une grosse communication sur Street 4 sur PS4. Oui. C'est le jeu officiel des tournois. Achetez donc la console, le stick, le Il y a eu jeu, un petit fiasco autour du nos partage DLC, ouais. tout. C'est la version officielle. 3 mois plus tard, Ouais. non mais c'est bon, le jeu n'existe plus. Ouais. Ça résume pas mal de choses. Comment tu vois ça, comment tu l'expliques ça ? Ils ont signé un partenariat pour Street Fighter 5. Voilà, Street Fighter 5. D'un côté, ils veulent pas faire la même erreur que Street Cross Tekken. Street Cross Tekken est sorti. La grosse erreur pour eux, c'était d'avoir
tout fait à l'avance et laisser ça en CD, donc le jeu a une mauvaise réputation, plus personne n'a acheté, alors qu'au final, tu as une version 2015 ou 2013 qui est pas mal, qui rééquilibre pas mal le truc, mais trop tard, la réputation était là. Et là, pour ne pas faire la même erreur, ils te sortent le jeu, mais on va squeezer notre ancien jeu pour que tout le monde puisse jouer ici, et pour les attirer encore plus, on fait notre ligue avec $1,5 million à gagner. Comme ça, on est sûr que tout le monde va acheter le jeu, va y jouer, et tout le monde aura faim pour aller faire les tournois. Et en plus, on simplifie un peu le système de ligue pour permettre même aux plus faibles de s'inscrire et de tomber dans le trou. C'est plus une histoire d'opportunité et de guerre des consoles. Il faut savoir que la version lead de Street Fighter 4, c'était la version Xbox. Enfin, lead, tu veux dire pour les joueurs, pour les joueurs, pour les tournois, c'était sur Xbox 360. Je veux dire, tu parlais pas de développement de. Non. Okay. Enfin, je sais même pas. pas. La version d'origine, c'est la version arcade. Oui, c'est voilà, ça. C'était un jeu d'arcade à la base. Street Fighter 5. Arcade sur Street 5. Non, c'est pas un jeu d'arcade. Un premier pas vers la dématérialisation. C'est vrai. Et donc Sony sort une nouvelle console, c'est la PlayStation 4, et en termes d'image, ils disent, on devient la console de Street Fighter. Et enfin, c'est clair. Donc, on devient associé au Capcom Pro Tour. Je pense que Capcom derrière se dit, si vous voulez être le distributeur exclusif de Street Fighter, va falloir signer un chèque. Et donc dans ce cas-là, Sony commence à dire, d'accord, on commence par Street Fighter 4, faites-nous un portage. On veut que les tournois, parce qu'on veut tout de suite mettre l'empreinte. Les tournois sont sur PlayStation 4, pas au début parce que. Alors il y avait eu justement le lancement et fiasco là-dessus. Voilà. Un petit. Le jeu n'était pas du tout. Dans la communauté, ça n'a pas été petit, mais mais ça a été réglé au bout d'un mois. Au bout d'un mois, le jeu est devenu parfait. C'était plus grave que ça. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, Sony avait mis des thunes pour qu'il y ait un tournoi qui se passe sur Xbox. Enfin, on était arrivé sur un truc. Ce qui s'était passé, c'est que la boîte qui s'était occupée du portage, c'était. Je sais plus trop quoi. J'ai oublié exactement le nom. Oui, c'était Ocean. Je sais plus. Bon, on l'a tous oublié. Avait fait un sale boulot. Un truc dans le genre, Blue Ocean ou un truc comme ça. C'est un cocktail. Erreur stratégique et pourtant il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Mais donc là maintenant Street 5 exclusif PS4 et ordinateur. Mais tu vois, tu parlais de mise en place du Capcom Fighters Network. Fighting Network. Ouais, Fighting Network. À côté de ça, du Capcom Pro Tour, etc. C'est qu'on sent que en fait, Capcom là arrive en disant direct, nous on a fait un jeu pour l'e-sport. C'est ça. On a fait un jeu pour l'e-sport et qui va se. Mais ils ont toujours subi l'e-sport en fait, Capcom. Ils ont toujours fait des jeux et puis tout d'un coup ils ont subi leur jeu aussi, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'ils ont fait purement au hasard qui ont marché. Enfin il y a une sorte de formule magique chez Capcom. Et des fois ils jettent leurs idées et le truc qui marche, tu sais même pas comment eux non plus. Et après il faut comment on fait la suite, parce que là du coup on sait pas ce qui a marché. C'est un peu comme ce que fait Blizzard, les développeurs de League of Legends et autres. Ils développent un jeu et c'est eux qui contrôlent la communication autour du jeu. C'est eux qui contrôlent tous les événements autour du jeu. À l'époque, quand il y avait un tournoi Street Fighter, c'est des joueurs qui prenaient des consoles et qui faisaient des tournois et puis Capcom, est-ce qu'on peut avoir des jeux? Pourquoi faire, tu vois? Là, on sait pas trop, tu vois. Un peu comme Nintendo qui avait refusé de voir son jeu à l'Evo pendant une courte période parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce truc-là, surtout un vieux jeu. Précisé, mais depuis tout à l'heure, quand on parle d'Evo, c'est un des plus gros. C'est le plus gros d'ailleurs aujourd'hui. Un tournoi de jeux de. Avec le plus d'affluence. Par exemple, Nintendo voulait pas qu'on utilise le Smash Bros de la GameCube parce que ils allaient nous sortir le nouveau sur Wii U, ils comprenaient pas trop. Et là, Capcom comprend que ça tourne. Maintenant, les jeux comme ça, c'est autour de l'e-sport. Et donc, il dit s'il doit y avoir des tournois, c'est nous qui les organisons. Il y aura notre nom sur tous les trucs. On décide quelles sont les étapes officielles du Tour de France de Street Fighter ou du Tour du monde de Street Fighter. Et ils maîtrisent tout le truc. Et ils font que les jeux deviennent cross-platform et qu'ils maîtrisent tout, comme le fait Blizzard, comme le fait tout. C'est pas un hasard en fait qui en passe par là. On a eu l'occasion d'en discuter sur Bagro Point il y a quelques années et on expliquait pourquoi il y allait avoir une retombée qu'on est en train de vivre là entre guillemets. Et je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas une vraie retombée aujourd'hui. Et Street 5 fait très très fort à ce niveau-là de hype. On se dit il y aura peut-être moins de joueurs, etc. Et en fait Capcom a vraiment pour moi là-dessus appris de ses erreurs. Parce que quand 2X est sorti, ils sont arrivés au bout de quelque chose et ils se sont dit ok, comment on enchaîne après sur Street Fighter 3. Alors ils sont passés, ils ont fait une petite branche par Street Fighter Alpha, il y a eu la série des Versus et en fait déjà ils avaient moins de joueurs mais en plus ils ont explosé la communauté. Et donc ils se sont retrouvés en fait à devoir gérer plein de trucs. Et déjà à l'époque il y avait des tournois et Capcom avait déjà mis la main au panier à certains endroits pour aider. Mais en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement largués, qu'ils comprenaient rien à ce qu'aujourd'hui on appelle l'e-sport qui aujourd'hui était vraiment en pleine naissance entre guillemets et particulièrement au Japon parce que en fait chez nous alors aux États-Unis il y avait
très peu. Chez nous, c'était voilà, on était entre potes quand on faisait des tournois entre potes. C'était pas. Et aujourd'hui, avec Street Fighter V, je pense que Capcom a l'intelligence de vouloir effectivement reprendre les rênes. Alors ça embête tous les gens qui ont découvert le genre avec Street Fighter 4 parce que tout d'un coup, on les sort un petit peu de leur zone de confort et qu'on dit si tu veux continuer à jouer, c'est ici que ça se passe. Et je comprends cette frustration et je comprends qu'il y ait des joueurs qui gueulent sur Internet, mais je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Si tu fais des transitions qui sont trop longues, tu perds une partie de ta communauté. Et c'est quelque chose. Alors la communauté, quand on parle de communauté de jeux de baston, de combat, on parle par définition de très gros joueurs. Enfin de gros joueurs dans le sens. Alors ouais, bah ça, en fait c'est une question. Parce que moi c'est quelque chose que je me demande. Il y a beaucoup de gros joueurs qui pensent qu'on ne parle que d'eux. Moi, quand je parle de communauté de jeux de combat, je parle de la communauté de jeux de combat. Et en fait, c'est aussi le type qui va allumer sa console tous les 2 mois et qui joue parce que c'est sa passion aussi, etc. Pour moi, il compte pareil en fait. Lui. Ah oui, non, bien sûr, je dis pas qu'il compte moins que quelqu'un d'autre, mais parce qu'effectivement, il y a certains. En fait, on imagine qu'il y a un noyau dur de joueurs et que en fait, ça c'est la communauté de jeux de combat. Non, il va y avoir des référents et c'est évidemment vers eux qu'on va se tourner. Si jamais j'ai une question à poser dans mon développement et que je connais un peu les joueurs français, oui, je vais aller voir Kaïk, je vais aller voir Ken Bogard parce que c'est des gens qui sont super connus, parce que il y a une logique là-dedans. Mais en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est toute la communauté au sens large du terme. C'est elle qui fait vivre le jeu. C'est elle qui va acheter les DLC, c'est elle qui va acheter les jeux. Et très souvent, on pense très gros joueurs. Et pour moi, c'est une erreur parce que une fois que les très gros joueurs ont acheté le jeu, ils vont pas l'acheter 4 ou 5 fois. Ils l'ont acheté, c'est bon. C'est comment tu fais vivre ton jeu après. Mais est-ce que des joueurs intermédiaires, je parle pas de niveau, je parle de joueurs occasionnels plutôt, c'est plutôt ça le terme. Est-ce que des joueurs occasionnels jouent encore à Street Fighter 4 ? Enfin, ils jouaient encore avant la sortie de Street Fighter 5 là. Tu vois vraiment ce public-là. Moi, je pense qu'il y a encore des joueurs de Street Fighter 4 qui n'y jouent que de temps en temps. Qui jouent de temps en temps avec des. Oui, il y a des joueurs qui se prennent pas la tête. Pour eux, Street Fighter, c'est Street Fighter, que ce soit le 1, 2, 12, 13, 22. C'est Street Fighter. Si j'ai l'occasion d'y jouer, j'y jouerai parce que c'est sympa. On se fait une soirée pizza avec Street Fighter. Je te fous 2 coups de tatane, on en parle plus, on rigole, et puis après on se met un DVD. Donc hors ligne, dans ce cas-là, pas en ligne, puisque Street Fighter en particulier, c'est difficile de jouer à Street Fighter quand t'es un joueur intermédiaire et occasionnel. Non, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux pas arriver, alors même que Street 5 est sorti, mais même peu de temps avant la sortie de Street 5, tu pouvais pas arriver en tant que nouveau joueur, tiens, Street 4, ça me rappelle les Street, je me mets dessus, je joue en ligne, c'est pas concevable ça, parce que tu te fais sécher. Tu te fais sécher, mais Capcom avait tenté de prévoir le coup avec les tutoriels, apprendre à faire tes combos, etc. Tout ça. Qui ne sont pas présents dans Street Fighter 5 pour l'instant, et ça, pour moi, ça. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, là, on aurait pu parler très longtemps et ça, justement, ces tutoriels-là, ça a été aussi un petit truc qui a fait que beaucoup de joueurs s'y sont mis également. On rigolait tout à l'heure de Street Fighter The Movie, etc. Mais Street Fighter 4, si tu regardes les mécaniques de base, c'est Street Fighter 2, Street Fighter EX, Street Fighter The Movie. Ils ont mis tout ça et ils ont pondu Street Fighter 4. Et ça a amené des choses différentes. Et notamment pour Street Fighter EX, tout ce qui était effectivement système de tutoriel, mais qui était excellentissime. Parce que il y a des joueurs même qui ne sont pas forcément intéressés par le mode en ligne, qui aiment bien jouer au mode arcade, qui aiment bien faire des combos ou autre, passer leur journée en training aussi. Et grâce à Street Fighter 4, dans Street Fighter 4, tout ça a été proposé également. Donc proprement. Et j'ai envie de passer quand même un message qu'il faut aussi se méfier du miroir déformant des joueurs de compétition et des trucs sur YouTube. Moi, je suis un joueur très moyen et ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui découvre le jeu de combat de voir que on joue d'une certaine manière, que lui n'y arrive pas, et éventuellement, s'il joue contre quelqu'un, et quelqu'un lui dise, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on joue, tu sais pas. C'est avant tout aussi une histoire de plaisir, le jeu de combat. Ça reste un jeu vidéo, ça reste un jeu, et il faut pas se sentir frustré. Il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils vont se connecter en ligne, et ils vont perdre. Voilà, c'est un petit message. Il faut pas non plus ne regarder que les pros. On a le droit de jouer au foot tranquillement dans sa cour. On a le droit de pas faire l'amour pendant 45 minutes comme dans certains films. Tu vois. Non mais il y a c'est sorti. Non mais c'est très dur. Tu vois. Non mais tu vois. Il y a un vrai miroir. 22 cm, blam. Il y a un vrai miroir déformant. On parlait tout à l'heure de Loupé Fiasco qui fait moi j'aurais pas fait un dragon gros point, nanana, mais s'il a envie de le faire, c'est pas grave. Si vous voulez faire votre Daigo en l'occurrence, qui justement lui a priori c'est le type qui fait les dragons MP parce qu'il sait que c'est ce voilà, si vous voulez prendre un Ken et faire que des shurikens, faites-le. Franchement, ça passera contre beaucoup de personnes. Mais voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Il y en a pour devenir champion.
Il y a les bonnes façons de jouer si tu veux gagner, voilà, comme tu dis. Ouais, Mais Où se situe ton investissement, en fait? C'est voilà, juste ça. faut pas se sentir frustré. Et alors, tout ça. Et malheureusement, on va devoir s'arrêter là-dessus parce que on a déjà fait un peu plus long que prévu. Il y a plein d'autres choses à dire, mais là, si on devait s'arrêter, en gros, résumer les enjeux de Capcom pour Street Fighter V, qui vient de sortir là. À votre avis, sur quoi ça se joue, le succès ou non de Street Fighter V? C'est vraiment là que ça va se Ils ont sorti leur jeu à la hâte, alors Ouais. qu'à la base il était prévu pour le printemps. Là, c'est On est en bien, on a février. vu un petit peu dans la critique diffusée plutôt que Voilà. ouais, le lancement est assez Parce que catastrophique. chez moi, février, c'est pas le printemps, donc déjà il y a un petit souci là-dessus. Donc leur jeu est sorti à la hâte. Comme les réseaux sociaux le disent très bien, malheureusement aujourd'hui le jeu est en kit. Ouais. Ok, il y a des DLC qui sont prévus à la base pour 1 an. Finalement, un season pass va durer 6 mois, ouais. parce que 6 personnages pour le season pass. Hein, je rappelle, c'est 6 persos, 6 costumes premium. Ouais. À la base, c'était un personnage tous les 2 mois. Capcom a réévalué un peu leur planning et maintenant, un season pass, c'est 6 mois. Donc, dans l'année, on va se taper 2 season pass. Ouais. Donc, un season pass, c'est 30 €. À l'année, on va se taper 60 €. Ouais. Donc, on va se taper 2 fois le jeu en 1 an. Mais il n'y a pas de version super. Il n'y a pas de version C'est super. super, oui. Et justement, obligatoire. il y a à savoir que dans 1 an, on n'aura plus de version boîte. Donc, c'est un premier pas vers le 100% dématérialisé. C'est le modèle un peu des League of Legends et compagnie qui vendent des héros. Tu Sauf n'es que pas League of obligé de- Legends, le jeu, tu l'achètes pas. Voilà. C'est un modèle de free-to-play collé sur un jeu payant. On est d'accord. Voilà. Donc, en gros, c'est l'e-sport. Il y a leur ligue, Capcom Pro Tour, donc ils sont obligés. Il y a le Ken Winter Clash, hein, d'ailleurs, qui aura lieu fin février. Hein. Je vous invite à regarder ça en live, taper Ken Winter Clash. Bon, bref. Et donc, pour promouvoir un peu leur Capcom Pro Tour, comme ils appellent ça leur ligue, il y a Street Fighter V, faut le promouvoir, faut le faire au plus vite possible. Donc, ils ont mis le minimum dans leur jeu. Pas de mode arcade, un mode histoire fait à l'arrache avec 2 dessins ennemis. Il y avait quoi d'autre? Des serveurs qui ont besoin de DLC pour bien marcher. Voilà. En gros, on a un jeu qui fonctionne principalement en versus, online accessoirement, même si là ils sont à fond là-dessus. Et le reste du jeu viendra au... Exactement. Ils organisent eux-mêmes leurs événements et qu'ils sont dépendants d'eux-mêmes finalement. Exactement. Sinon, Donc, ils il tuent faut- tout de suite leur Ouais. tournoi. Et pour aller vraiment dans ce sens, et moi c'était un de mes regrets en fait lors de la sortie. Alors nous on a eu la chance de suivre le développement de très près, donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses avancer. Ce qui m'ennuie dans ce choix et des fois effectivement il y a certains joueurs pros qui ne comprennent pas ce discours-là. Ils disent on s'en fout, il y a le versus. Alors oui, la plupart des joueurs pros s'en foutent parce que de toute façon la quintessence du jeu elle est résumée dans cette rencontre. Mais le problème, c'est que si on est tout seul à acheter le jeu, c'est embêtant. Et moi, j'ai des proches, par exemple, qui me disent, le jeu, moi, je vais pas l'acheter maintenant parce que du coup, il n'y a pas le mode histoire, tout, etc. Je l'achèterai quand il y aura le mode histoire. Et il y en a un qui dit, en même temps, si je l'achète plus tard et que du coup, je peux pas rentrer dans le jeu parce que tout le monde est très fort, je l'achèterai pas. Blam. Déjà, c'est une vente de moins. Donc, c'est dommage. Juste pour un truc comme ça, il aurait peut-être fallu qu'il décale un chouïa, en fait, le planning. Même sans mode histoire, de tous les Street Fighter, il y a toujours eu un mode arcade où ça, tu affrontes au moins. les différents persos, C'est ça, là, c'est tu pas- finis par Bien les sûr. boss et basta, ça fait plaisir. Là, on Moi sait j'aime même bien. pas qui c'est le boss du Et jeu. c'est ce qui Voilà. me permet de rentrer dans le jeu. Moi j'aime bien, tu vois, j'aurais voulu savoir paraît. dans quel ordre qui arrive en premier, tu vois, Fang Non, mais c'est ça, c'est important. ou Vega, tu vois. Mais d'accord. Donc pour autant, tu as un constat un peu comment dire, un peu dur sur le jeu. Enfin, Mais je suis super hypé. Je suis super hypé. Le jeu, moi, je le trouve génial. On en parlait tout à l'heure offline. Pour autant, c'est- ce que je veux dire, c'est que tu imagines le jeu marcher quand même là sur la durée. Mais Ça, pour aujourd'hui, vous, ça fait aucun doute. aujourd'hui en février, donc le printemps de chez Capcom, donc le mois de février, désolé, ne va intéresser que les joueurs qui jouent en versus. Ouais. Comme disait TMDJC, je suis un joueur occasionnel. Pour moi, Street Fighter, c'est le mode arcade, c'est mon bonus stage, c'est mon mashing, c'est ma technique saut arrière gros pied pour Zangief, tout ça. Non, je l'ai pas. À quoi va me servir le jeu? Faire les modes survie, c'est un round à chaque fois. Le mode histoire, c'est 3 rounds pour un mode histoire. Je pense que 70 €, je vais les économiser, je vais les garder et attendre que le jeu soit un peu plus complet. Donc ça vise vraiment une catégorie, ceux qui sont à fond dans l'e-sport et ceux qui veulent gagner, comme je disais tout à l'heure, le demi-million à la fin du tournoi. Ok. Voilà. On va voir si ce pari marche sur la j'espère. durée. Ouais, on on espère l'espère tous tous, parce ça, que, vraiment. comme on l'a vu avec Street Fighter 4, l'air de rien, le succès de ce porte-étendard qu'est Street Fighter 5 influence un peu tout le reste aussi, donc c'est Ah, puis important. le jeu est vraiment intéressant. Le jeu est très intéressant. Je suis d'accord avec ça. C'est surtout ça le plus important. Hein. Ouais, oui, Au-delà du fait du bien versus, c'est les pros vont commencer à le prendre en main, il va y avoir des gros tournois et tout.
Si le jeu tient bien, parce que les mecs vont quand même chercher tous les détails, ils vont chercher les mécaniques du jeu. Si le jeu est assez robuste et tient bien tous les abus et fait en sorte que finalement les mecs ont... Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont casser le jeu, quoi, qui vont dire tel perso il est méga craqué par rapport à un autre, tout. Capcom veille au grain. Veille au grain. Mais chaque chose craquée, hop, c'est squeezé. Quand tu sors un jeu de combat, le risque c'est ça. Oui, bien sûr. Là, a priori, ça a l'air bien cadré, ça a l'air bien contrôlé. Donc, a priori, ça va marcher pour l'aspect compétition. Donc on espère, encore une fois, que ça va marcher. En attendant, nous, on va devoir arrêter ici. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Ça fait très plaisir de vous avoir eu ici. Merci à vous d'avoir participé aussi. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel Hebdo JV. Hebdo JV, 2 semaines, c'est comme ça.